Salut Cyril. Salut David et salut à toute ta communauté. Écoute, merci à toi d'être là. Normalement, j'enregistre le matin, mais donc exceptionnellement, on enregistre en début d'après-midi. Mais malgré tout, j'aimerais te demander si tu as une petite routine matinale qui te permet de maximiser et de potentialiser ton énergie et l'expression de ton potentiel pour la journée. Ah, j'en ai deux, trois. La première, c'est déjà de traîner un tout petit peu au lit, pas trop longtemps, mais histoire de bien ça écouter les bruits dehors, donc la fenêtre ouverte en général. J'écoute la nature. Donc là, en ce moment, on est au printemps, fin début d'été bientôt, donc j'entends quoi? Les grillons, j'entends les oiseaux, etc. Et ça me met tout de suite, voilà, dans la connexion de l'instant présent. Je tiens vraiment à ce moment-là, c'est vraiment un moment important pour moi. Le deuxième, c'est de rejoindre ma femme pour déjeuner. On déjeune quasiment tous les matins ensemble, presque tout le temps. Donc ça, c'est notre moment à tous les deux. Et une fois que ça s'est fini après, là, pour le coup, répondre à ta question, la routine qui m'aligne bien sur le reste de ma journée, c'est je fais ma salutation au soleil. Donc je me mets dans ma salle de sport, je prends 5 minutes, parfois 10, parfois une demi-heure, ça dépend. Parfois pas, ça arrive que je le fasse pas, mais c'est une exception. Voilà, donc respiration, connexion, ancrage, et puis voilà. Après, je veux me connecter vraiment avec mon corps. Donc je vais avoir bientôt 50 ans. Je le faisais pas du tout à 30 ans. À 40 ans, j'ai senti le besoin de le faire un petit peu, donc mais pas régulièrement, surtout quand il y avait des bobos. Et depuis maintenant, je sais pas, assis depuis 42 ans, je le fais presque tous les matins. Enfin, depuis que j'ai 42 ans. Ouais, non, c'est intéressant. Moi, j'aime bien aussi avoir un petit réveil musculaire, articulaire comme ça le matin. Je trouve que au-delà du fait de développer la mobilité, c'est aussi une façon de se reconnecter à son corps et puis de passer de cet état parasympathique un peu léthargique à un état d'éveil, de préparation et de disponibilité pour la journée qui arrive. Euh, pour le coup, moi, j'ai que 33 ans, donc j'ai pas, je souffre peut-être moins des affres du temps. Est-ce que tu as la sensation justement que le travail de mobilité parce que tu sais, si tu regardes un petit peu les études scientifiques, que ce soit sur la mobilité, donc la mobilité, c'est-à-dire la capacité de développer de la force dans de grandes amplitudes articulaires ou les étirements, est parfois un peu remise en cause. Des études semblent montrer des avantages, d'autres non. Quand on écoute les sportifs, ils ont plutôt tendance à dire que c'est important et que ça les aide. Donc les études terrain sont plutôt positives, mais les études de type randomisé, etc., le sont pas forcément. Toi, tu as vraiment vu une différence depuis que tu as implémenté ce type de routine? Ah ouais, non, moi je suis très radical hein, sur le sujet. Là pour moi c'est fondamental de le faire. Ceux qui ne le font pas, très bien, on peut se donner bonne conscience. À 30 ans, j'écoutais pas ça, mais quoique à 30 ans, je commençais à sentir des choses. Hein. Je pratiquais déjà les Ironman. Mes premiers c'était à 26 ans. Je commençais quand même à bien taper dans la machine. Donc j'ai commencé à sentir très très tôt moi des problèmes, en tout cas des sensations articulaires qui me paraissaient pas normales. Donc je suis allé retrouver des solutions dans la nutrition, me disant que tiens, si je mange un peu plus intelligemment, j'aurai peut-être moins d'inflammation. Donc à 30 ans, je me suis intéressé à la nutrition. Et puis quand je prépare de grosses épreuves d'ultra 2007 et puis sur les années qui viennent, là, je sens vraiment qu'il y a pas à négocier. Et puis aujourd'hui, pouvoir discuter quand même avec des Guillaume Millet, avec des experts dans le domaine qui disent faut bouger, faut se connecter avec son corps. Et effectivement, faire du renfort, faire du gainage, faire des assouplissements. Et quand tu es sportif de haut niveau, enfin moi j'accompagne des sportifs de haut niveau sur la prep mentale. Ils en font tous. Hein. Donc on peut peut-être qu'il y a des études qui disent qu'il faut pas le faire, mais de façon empirique, moi ce que je peux dire c'est que c'est fondamental. Ouais, tu parles de Guillaume Millet. D'ailleurs, je l'ai reçu sur Limitless, un super épisode que je recommande à nos auditeurs d'aller écouter si c'est pas déjà fait. Et donc, tu as la sensation que la salutation au soleil, c'est un petit peu une espèce de master enchaînement qui couvre tous les besoins de travail d'amplitude articulaire. Alors non, moi je me fais ma propre salutation à moi. Au départ, je regardais ça d'un œil très critique. Hein, je voyais les femmes qui faisaient ça et je rigolais un petit peu quoi. Quand j'avais, je te dis, la trentaine et je disais c'est n'importe quoi. Il y a pas besoin de ça pour faire un ultra. Effectivement, j'avais pas besoin de ça à l'époque pour faire un ultra. Mais quand j'ai commencé à avoir des premiers signes de faiblesse musculaire, tissulaire, articulaire, etc., j'ai commencé à faire mes propres exercices, moi à me connecter, à faire des. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que quand tu fais tes premiers exercices comme ça, bah tu te dis mais j'ai l'air d'un pantin, j'ai l'air de rien, qu'on ressemble vraiment à rien, quand c'est pas agréable. C'est comme la première fois quand on parle dans un micro, qu'on entend sa voix, c'est pas du tout agréable. Bah, en fait, de commencer à faire ces exercices d'assouplissement, on se dit on a l'air bête quoi, mais vraiment bête. Moi je me sentais très très bête, c'est pour ça que je refusais ça. Je disais non non non, j'aurais pas de ce truc là. Et donc voilà, pour répondre à ta question aujourd'hui, oui, je me suis servi d'une base salutation au soleil, mais je fais beaucoup d'autres exercices autour de ça en fonction de ce que je ressens. Alors beaucoup dans les cervicales parce que j'ai un accident de la route assez grave et j'ai les cervicales cassées. Donc là je passe beaucoup de temps tous les matins là-dessus. Et
Je me permettrais juste, tiens, un exemple quand même très concret, donc puisque je parle de ça. C'était en 2018, donc 130 km/h sur l'autoroute, ça va vite une voiture. Bah, quand une voiture, elle fait des tonneaux à 130 km/h, vous imaginez les résultats. Donc moi, j'étais dedans avec un collègue. On est tous les deux sortis en vie, pas indemne mais en vie. Donc des cervicales cassées, des contusions de partout. Et là, j'avais 2018, donc j'avais bien 44 ans, je crois. Bah là, je dis heureusement que j'ai fait ces exercices-là, mais très très vite dans ma rééducation, parce que mon collègue qui lui n'est pas du genre à faire ça, et ça répondra autrement à ta question. Lui, il fait pas, c'est pas son truc, c'est plutôt mode fonceur. J'allais dire un terme pas très agréable, mais fonceur, et j'y vais, et tant pis, mon corps, il va suivre qu'en fait, parce que j'ai le mental. Mais moi, je me suis dit, non, là, c'est ce moment-là de vraiment que ton mental écoute d'abord ton corps, et pour pouvoir retrouver 100% de tes facultés, de tes capacités. Et j'en ai retrouvé 95, 97. Voilà, les médecins, ils ont fait des analyses, etc. J'avais retrouvé 97% de ma mobilité. C'était vraiment pas gagné après l'accident. Enfin, voilà, j'ai eu 4 mois de rééducation avec corset, etc. Alité. Donc ouais, je pense que c'est une bonne réponse à ta question, ça, je crois. J'ai connu une expérience un petit peu similaire lorsque j'avais 18 ans. J'ai eu un grave accident de moto. J'ai passé aussi plusieurs semaines alité à l'hôpital et puis après toute la rééducation qui s'en est suivie, un bon passage en fauteuil roulant également. Et dans le cadre du procès qui était lié, c'est un accident non responsable. Donc il y avait un procès au civil, notamment pour indemniser mes postes de préjudice. J'ai été expertisé et on m'a donné un handicap à vie. Je sais plus, à 12% au genou, à 8% sur le poignet, je sais plus, 10% aussi sur la cheville droite. Et tu vois, quand j'écoutais à ce moment-là le corps médical, bon bah voilà, c'était comme ça, c'était fichu. Et puis tant pis si je pouvais pas trop faire de ski, pas trop faire de tennis ni de trail, tu vois. Et donc je suis parti un petit peu avec cette idée-là. Donc j'avais quand même bien récupéré parce que j'avais eu des exercices de kiné, mais très loin d'une amplitude articulaire normale. Et quelques années plus tard, je me suis mis au sport, enfin beaucoup plus au sport, intéressé à ça, pris passion pour l'exploration de mon potentiel, et j'ai découvert la force de la mobilité, notamment par mon ami Slim, qui en est un digne représentant. Et en fait, ça a changé ma vie parce que j'ai retrouvé toutes mes amplitudes articulaires, que ce soit à la cheville, au genou ou au poignet, là où on m'avait dit que c'était un handicap à vie et que c'était fichu, quoi. Donc, je trouve ça rejoint d'une part ton expérience et puis aussi ça met un petit peu en perspective ce que tu dis parfois, les médecins ou les kinés dont j'ai la sensation parfois qu'ils cherchent un état minimal de santé plutôt qu'un état optimal de santé. Donc, tu vois, à partir du moment où j'étais capable de marcher sans avoir de douleur, etc., c'était OK. Mais que je puisse pas utiliser pleinement mon véhicule qui est mon corps, bon, bah, c'est pas grave quelque part. Alors qu'il y avait des solutions qui existaient. D'ailleurs, j'ai un autre exemple un petit peu dans ce sens-là aussi, et c'est pas pour taper sur le corps médical. Hein. J'ai des amis, mon ami JB par exemple, qui est médecin urgentiste, etc. Il y en a plein qui sont super, mais mon beau-père qui a fait un infarctus et il va voir son cardiologue, et son cardiologue lui a pas parlé une seule fois d'alimentation. Il lui a mis directement des statines et puis c'était fini, et voilà, il n'y avait pas d'autre choix, pas d'autres alternatives. Et en réalité, aujourd'hui, il prend pas son traitement. Par contre, il a changé son alimentation et ses marqueurs sanguins sont excellents. Donc, je sais pas si c'est un manque de connaissances, de formation de la part de ces corps de métiers spécialisés, ou si c'est une forme de résignation en se disant que de toute façon, si leurs mauvaises habitudes de vie les ont menés à un infarctus, par exemple, eh bien, ils auront jamais le courage ou la motivation d'infléchir sur leur régime alimentaire, et donc ça sert même à rien de leur proposer cette option. Bah, c'est pas faux, hein. Non, c'est pas faux, mais bon, bah, tant qu'on se prend pas le mur, en général, on n'aime pas le changement, hein. La nature humaine n'aime pas trop le changement. Et même si on l'aime bien, notre cerveau, lui, il est pas trop câblé là-dessus. Donc, il aime bien ses routines. Tu as commencé avec une première question que tu es sur ma routine. Donc, mais avant de mettre en place des routines, ça demande beaucoup de changements et d'efforts. Et globalement, on n'aime pas faire des efforts. Alors, si, pour une bonne raison, quand on va courir, c'est parce qu'on a une raison derrière. Mais au quotidien, changer ses habitudes, c'est pas si simple que ça, quoi. Donc, c'est pas en aller voir un médecin qu'on va dire, bah tiens, il m'a dit ça et du coup, je vais changer, parce que ça marche pas de toute façon comme ça. Rarement. Ouais, d'ailleurs, puisque tu parles de routine, toi qui t'es énormément intéressé à la préparation mentale, moi j'ai énormément de routines. J'appelle ça discipliner le chaos. Donc ma journée est extrêmement bien cadrée. J'ai des espèces de petits stimuli à certains moments qui me permettent
maximiser mon énergie et d'être pleinement présent à ce que je fais, et d'avoir mes moments de focus, de deep work, mes moments tournés vers l'extérieur, des sollicitations, des mails, des moments plutôt dédiés au sport, d'autres à la régénération. Et voilà, mes journées sont hyper structurées et en même temps, à l'intérieur de ces blocs, elles sont bourrées de chaos. Et en fait, la variabilité fait partie de mon quotidien. Et je pense que le fait de cultiver cet état d'esprit et notamment de se confronter régulièrement à l'inconfort, régulièrement à la difficulté, permet en réalité, de façon paradoxale, de réduire de façon drastique les niveaux de stress ou de sensibilité aux problèmes qui peuvent survenir dans ton quotidien. Parce qu'en réalité, maintenant, lorsque il se passe quelque chose dans ma vie, en plus je suis entrepreneur, donc ça arrive souvent, c'est simplement une petite racine sur mon chemin de forêt. Donc il y en a déjà plein d'autres, tu vois, une de plus, une de moins, ça fait pas vraiment de différence. Et c'est un petit peu comme si, parce que tu sais, le cerveau déteste les ruptures de cohérence, la perte de sens, il aime bien les lignes droites, mais si la variabilité fait sens pour lui, eh bien, dès lors, cette variabilité qui est inhérente à l'environnement, elle est plus quelque chose d'aversif. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'en pense que ça me parle beaucoup quand j'avais la trentaine, ce que tu me dis. Et qu'aujourd'hui, en fait, j'ai ralenti un petit peu le rythme et que je m'adonne aussi à des disciplines toujours les mêmes qu'avant, un peu différemment. Et je pense, j'ai pas le sentiment d'avoir baissé mon niveau de performance, même si les années passent. Par contre, je me suis ouvert à beaucoup plus de sensibilité dans la pratique de tout ce que tu dis, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, sportif, donc vis-à-vis de soi-même. Parce que moi, personnellement, dans le sport, c'est pas par rapport aux autres, c'est plutôt par rapport à moi. Mais voilà, il y a des sports et des sports et des disciplines, des pratiques, je préfère dire que des disciplines d'ailleurs, qui nous ouvrent et qui nous éveillent sur de nouvelles façons d'être et d'appréhender un petit peu notre environnement. Alors soit intérieur, soit extérieur. Et là, ma lubie du moment, c'est le parapente. Donc, et je suis effaré d'entendre dans cet univers, en fait, des gars qui ont 20 ans, 30 ans, hein, qui ont tout un vocabulaire et donc une pratique qui est vraiment basée sur les sensibilités et voilà, être capable de capter ce qui se passe autour de soi et de se dire j'y vais pas. Et quand on se dit je le sens pas, bah faut pas y aller. Et je pense que dans d'autres sports comme le trail, le triathlon, etc., parce que c'est relativement très accessible de marcher et de courir, bah on n'écoute pas tous ces signaux-là. Enfin moi je sais que personnellement je les ai pas suffisamment écoutés. Je le sens pas, bon c'est pas grave, j'y vais quand même. Et bah du coup bah qu'est-ce qui se passe derrière? Blessures, pathologies, etc. Donc bon, la vie étant ainsi faite, c'est comme ça qu'on apprend aussi et c'est pas plus mal. Donc apprends, savoure plus le temps qui passe et puis aussi c'est cette connexion à l'environnement. Voilà un petit peu un feedback comme ça. Hein, avec Ouais. ma petite dizaine d'avance, mais plutôt mon côté vieux contre, j'ai envie de te dire. Non, mais j'aime bien cette idée de redonner ces lettres de noblesse à l'intuition. Tu vois, pendant longtemps, moi, je l'ai considéré comme un système plutôt archaïque, hérité de notre cerveau un petit peu animal et très réflexe, alors qu'en réalité, c'est un système d'intelligence extrêmement performant qui se base sur les milliards de données emmagasinées dans notre mémoire, consciente ou inconsciente, qui est la somme de tout ce qu'on a vécu dans notre vie, les expériences, les réussites, les échecs, les lectures, les podcasts, et voilà, et tout ça vient remplir cette énorme base de données. Et l'intuition, en fait, c'est juste le système le plus rapide pour l'interroger et trouver une solution à un problème et parfois à une question qu'on n'a même pas posée. Et ce qui est fou avec ça, c'est que tu vois, on a l'impression que, étant donné qu'on ne sait pas l'expliquer, c'est un niveau bas de raisonnement, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus riche que la raison qui en général est limitée à un spectre, à un petit corpus de données extrêmement limité. Et, euh, et je pense effectivement que petit à petit, tu redéveloppes un petit peu ce sixième sens. Si tu vois, tu parlais du parapente. Si j'imagine Mike Horn par exemple, à mon avis, ce qui lui permet, lui a permis de se sortir de plein de situations extrêmement dégradées, c'est justement le fait d'avoir nourri pendant des décennies cette base de données et sa capacité à l'écouter. Bah écoute, moi je serais bien curieux de pouvoir podcaster Mike Horn dans 15 ans, tu vois. Ça m'intéressera. Aujourd'hui, ça pas que ça m'intéresse pas. Beaucoup de respect pour ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore aujourd'hui, ses transmissions, ouais, quoi, des transmissions qu'il a aujourd'hui. Mais moi, j'aimerais bien le podcaster dans 10 ans pour justement qu'est-ce qu'il en reste de tout ça, quoi. Et quand je vois les personnes âgées, moi je m'inspire beaucoup des personnes âgées. Hein. J'ai un immense respect pour les personnes qui ont 15, 20 ans, 30 ans de plus que moi. Je vais pas les nommer, hein. Mais quand je vois la relation qu'ils ont avec l'être,
Et quand je dis l'être, c'est pas seulement l'être humain, c'est avec l'être animal aussi. Bah justement, on voit, pour reprendre ce que tu disais, finalement, parfois la richesse ou la créativité, la capacité de pouvoir accepter que les choses simples sont parfois les plus belles. Bah, dans le monde animal ou même dans le monde végétal, il y a quand même une richesse incroyable, et de croire que la richesse elle est que dans l'humain, ce serait pour moi en tout cas, et ça a été une grande erreur pour moi de mes années passées en tout cas. Et en même temps, tu vois, j'ai l'impression que le fait de réaliser des défis extrêmes, on va revenir sur ce que tu as fait. On a parlé de Mycorn. Pour ma part, ça a pu être, par exemple, mes premières expériences en alpinisme. Et notamment, je me souviens d'une fois que j'ai déjà raconté plusieurs fois où j'ai eu la peur de ma vie, enfin vraiment peur de mourir. Et ben, c'est souvent des expériences qui ont été extrêmement révélatrices justement de ce qui était des priorités, et qui, moi qui étais assez drivé par mon ambition et mon côté hyperactif et la diversité des projets qui traversent ma tête, et ben, m'a donné beaucoup plus conscience de l'importance du moment présent, de mes proches, de contempler de la beauté d'une journée passée avec ma fille qui a aujourd'hui 3 ans et demi, simplement à marcher dans la nature ou aller faire un tour en bateau. Et tu vois, et peut-être que, enfin, ouais, je sais pas. En tout cas, pour moi, il m'a fallu aller dans l'extrême pour prendre conscience de tout ça, quoi. Ouais, je comprends. C'est en tout cas mon cheminement, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je reviens sur la notion de pouvoir écouter un peu les vieux cons, comme ils se disent, et à me se nommer. Mais moi, je les vois plutôt comme des sachants, hein, des gens pleins d'expérience, et en même temps des jeunes. Parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, j'apprends énormément des jeunes avec, que ce soit nos enfants, moi et Laurence, ou que ce soit les jeunes que j'accompagne en termes de pédagogie. Ils ont un mindset différent et qui, moi, me fait me remettre en question, une appréhension avec les outils du digital notamment et du monde. Et je me dis, en fait, entre nos parents qui ont surconsommé dans les années 80, et c'est pas bien, oui, mais ils ont aussi expérimenté des choses, il y a des choses à en tirer, hein, des enseignements par rapport à ça. Et puis bah nos enfants qui aujourd'hui ont traversé le Covid et ont à peine profité de leur adolescence, bah aujourd'hui ils ont une vision qui voilà. Et moi ce que j'aime, c'est un petit peu se faire ces extrêmes là, alors que ce soit dans la façon de penser, mais tu l'as dit aussi dans la façon de se mouvoir dans l'espace, pour pouvoir justement emmagasiner un maximum d'expérience et puis bah trouver sa place, hein, tout simplement, ou son emplacement à l'instant T, quoi. Et puis continuer à comprendre le monde dans lequel on vit, parce que tu l'as bien montré, il évolue tellement vite aujourd'hui que le monde que tu connais à 20 ans sera complètement différent de celui dans lequel tu vivras à 80 ans. Et si t'es pas capable de cultiver ta curiosité tout au long de ta vie, que quand tu vois l'intelligence artificielle arriver, tu te dis non, c'est une désévolution, et au final, je refuse de cautionner ce sens et cette évolution de l'humanité. Ben, quelque part, oui, c'est un choix, mais d'un autre côté, tu peux pas arrêter un mouvement qui est en marche. Et si tu prends pas le pli, ben, tu comprendras plus le monde dans lequel tu vivras dans quelques années. Donc, ouais, je pense C'est un que choix, hein. ouais. Moi, mon père, qui ne fait plus partie de ce monde, il s'en fichait de ne pas utiliser un magnétoscope, de ne pas savoir utiliser un magnétoscope, mettre la cassette dans le truc et appuyer sur quel bouton, ça l'agaçait. Donc lui, ça le fatiguait, donc il prenait le principe que c'était ma mère ou moi qui devions le faire. Enfin, et on le faisait, mais moi, je le voyais pas de la même façon. Moi, je me disais, mais papa, c'est tellement simple, tu dois quand même savoir appuyer sur le bouton play, quoi. Oh non, ça me fatigue, rien que ça, si tu peux, fais pour moi. Donc je lui faisais. Donc j'ai l'impression d'être un petit peu son esclave, son larbin, c'est très péjoratif. Mais moi, je le voyais comme ça. Alors parce que en fait, ma femme me dit souvent, il y a un truc, alors c'est une qualité, un défaut que j'ai, c'est que je ne supporte pas demander aux gens de l'aide. C'est un vrai défaut, hein, parce que aide-moi parce qu'il y a un truc que je sais pas faire, ça va me faire gagner du temps et je vais faire l'apprentissage, et puis c'est bien, ça connecte avec des gens. Mais en fait, l'avantage aussi, c'est que ça m'a permis de tout découvrir, d'être curieux de tout et de savoir tout comment fonctionne, et y compris effectivement parler des technologies actuelles comme l'intelligence artificielle ou autre. Et tu utilises quoi d'ailleurs, toi, en intelligence artificielle par exemple? Moi, j'utilise quoi comme intelligence artificielle? Eh ben, écoute, figure-toi que je suis un bootcamp là de Marjolaine que je vais bientôt recevoir sur Limitless, qui s'appelle le bootcamp IA, et j'aime beaucoup parce que tu vois, parfois on peut avoir une image assez péjorative de l'intelligence artificielle, et notamment de la facilité qu'elle apporte. Euh, et, euh,
Et elle a une vision différente qui est très connectée à son ikigai et au fait de nous permettre au contraire de passer plus de temps dans nos zones de génie plutôt que de développer une culture ou une entreprise de l'oisiveté. Et donc dans son bootcamp, elle montre comment est-ce qu'elle elle dessine une sorte de POC, donc de prototype d'entreprise qu'elle a appelé le nid sauvage. Donc l'idée, c'est des petites cabanes dans les bois où tu es connecté un peu à la nature et où tu peux te concentrer dans un endroit qui te régénère et en même temps travailler sur une idée, un projet. Et donc elle a appelé ça nid sauvage et elle a montré comment elle a réussi à construire ce projet entrepreneurial avec l'aide de l'intelligence artificielle en utilisant sa créativité pour lui donner pour lui permettre de vivre et de tester le concept, tu vois. Et ce, sans argent, sans avoir besoin de moyens, sans utiliser un développeur, etc. Alors qu'avant, il y aurait eu plein, en fait, de freins et de limites qui lui auraient coûté peut-être déjà 10 000 euros juste pour tester son prototype. Et là, paf, en une semaine, elle a un prototype prêt à tester qu'elle peut partager à ses amis entrepreneurs, parce qu'à la base, ça se destinait plutôt aux entrepreneurs, etc. Voir comment ça répondait, avoir des feedbacks marché, grâce à ces feedbacks, potentiellement améliorer son produit pour trouver un produit market fit. Et puis, une fois qu'elle a quelque chose qui tient un petit peu la route, le réaliser, aller voir peut-être même un banquier en disant, bah regarde, j'ai déjà 20 personnes qui ont envie de réserver, qui attendent juste que cette cabane sorte de terre. Et donc voilà, donc je trouve que c'est assez beau cette façon de tu vois, enfin, moi peut-être que j'ai eu tendance parfois à opposer la voie de la nature qui me semble être riche d'épanouissement et qu'on a peut-être eu tendance à oublier ou à laisser trop de côté en reniant notre nature animale. Et de l'autre côté, l'innovation technologique. Alors que je pense que justement des personnes comme ça montrent comment les deux peuvent contribuer à un même objectif et mener quelque part à plus d'épanouissement général et voilà. Donc pour répondre à ta question, je suis en pleine découverte aussi de tous ces outils et j'utilise comme tout le monde pas mal ChatGPT, mais il y a d'autres outils comme Gamma par exemple qui te permet d'avoir justement, tu lui donnes un petit pitch et il te fait une page de vente, une page de présentation de ton concept avec des photos, etc. Et en fait c'est vraiment surprenant parce que avec simplement une petite idée que tu avais dans la tête, tu vois déjà le projet qui prend vie. Et bien sûr, c'est l'intelligence artificielle qui l'a fait, et donc il y a plein de choses que tu aurais dites différemment, etc. Mais ça te permet d'un coup de prendre du recul et de pas rester en vase clos dans le film que tu t'es fait dans la tête, mais de voir directement le produit comme s'il existait. Et ça, je trouve que c'est pas la réponse, tu vois, mais c'est en termes de brainstorming, en termes d'ouverture de ta capacité à réfléchir et à évoluer sur ton projet, je trouve que c'est hyper riche. Ça me parle tout à fait. Cool. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de Mike Horn et tu disais, ouais, j'aimerais bien faire un podcast avec lui dans 10 ans pour voir ce qu'il en reste. Donc, j'imagine que tu mettais en exergue son côté un petit peu jusqu'au boutiste qui continue malgré tout et alors que son corps lui envoie tous les signaux possibles qui devraient s'arrêter et qu'il va trop loin. Et pour autant, tu as couru un enduroman dont les statistiques font peur. 140 km de course à pied, 34 de natation, si je dis pas de bêtises, c'est la traversée de la Manche, 290 à vélo, tu pars de Londres, tu arrives à Paris. Enfin, c'est extrême. Est-ce que pour réussir ce type d'exploit, t'es pas justement obligé d'éteindre un petit peu tous les signaux que t'envoie ton corps et qui te disent d'arrêter? En tout cas, quand je m'y suis inscrit, moi j'avais une raison qui était simple, c'est qu'en fait on voulait pas de moi ailleurs. Donc j'avais pas une motivation qui était tout à fait positive, c'était une motivation négative. J'ai pas été pris sur le Northman pour des raisons qui me paraissaient injustes. J'ai pas été pris après sur le Swissman pour des raisons qui me paraissaient injustes, alors que moi j'aimais faire du triathlon. Donc là, le modèle commençait un petit peu à m'agacer, tu vois, tout le monde qui s'inscrit, et moi je me suis pas remis en question à cette époque-là. Je me suis dit, bah écoute, après tout, le modèle tu l'acceptes pas, bah tu fais autre chose maintenant, et tu fais tes off. Et non, moi j'étais vachement dans la matrice en fait, pendant longtemps. Une vision très matricielle de ma vie, réussir au succès, être directeur au maximum de ce que tu peux aller. J'étais directeur général d'une grosse boîte, être propriétaire, avoir son foncier, sa famille, etc., mettre à l'abri toute sa famille et tout, son assurance vie, etc. Quoique j'avais pas tout travaillé sur ma gestion patrimoniale, c'était un vrai tort d'ailleurs. J'aurais dû, vu la matrice dans laquelle j'étais, c'est quelque chose auquel j'aurais dû penser, mais je l'ai pas fait, je suis pas tombé sur les bonnes personnes. Et puis dans le sport, cette quête un peu de dépassement.
Donc le côté plus quoi. Et cet enduroman est tombé par hasard. Bon, alors il n'y a peut-être pas de hasard, certains diront, mais j'ai trouvé ça complètement par hasard. Donc je me dis tiens, pour mes 40 ans, puisque je peux pas faire la course que j'aurais tant aimé faire, bah je vais aller sur un truc où personne ne va. Et cet enduroman, bah c'était pas connu, il y avait pas de Français qui l'avait fini, enfin en tout cas il y en a qui l'avaient testé mais pas réussi. Le record c'était un Australien. Inconnu en francophonie évidemment, mais moi j'ai commencé à me dire mais c'est quoi ce machin là quoi, je savais même pas qu'il y avait un truc entre Londres et Paris. En plus ça m'a commencé à vraiment me, alors ça m'énervait d'un autre côté de pas pouvoir faire ce que je voulais, donc du coup je mettais mon énergie là-dessus, donc c'était pas top, mais là, ça s'est transformé en quelque chose de positif après, parce que je me suis dit tiens, partir d'un point A pour arriver à un point B, pour une fois que c'est pas une boucle, ça sort un peu du schéma sport et j'aime bien l'aventure, donc moi j'adore la nature, etc. Alors pour le coup bon, la nature entre Londres et Paris c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais l'idée c'est son chemin et traverser la Manche à la nage, même si un truc qui me faisait pas rêver, en tout cas pas quand j'ai 40 ans. Je sais que quand j'étais gamin, voilà, c'était plus le côté animal dont tu parlais tout à l'heure. Il y a un truc qui était attractif pour moi. Traverser la Manche à la nage. Waouh, le truc, c'est l'Everest de la nage, le truc le plus dur dans la nage, quoi. Alors que je suis nageur de base. Hein, je suis pas dans l'excellence, mais je suis un nageur de base, on va dire. Et donc je me suis inscrit. Et pour répondre à ta question, bah, pendant la préparation, moi j'étais très rationnel. L'entraînement, bah, je vais prendre un préparateur physique, et c'est la première fois que je prends quelqu'un parce qu'avant j'aurais jamais investi là-dedans, je me démerdais toujours tout seul. Mais là, ça me paraissait assez fou. Et plus j'avançais dans la préparation, et plus je me disais, faut que je rencontre des gens qui connaissent la performance pour m'amener sur des niveaux que je maîtrise pas, quoi. Ça s'est fait avec la nutrition après, puis après avec le sommeil, puis après avec la prep mentale. Et tout ça, ça fait au fur et à mesure de façon très empirique, quoi, et très naturelle. C'est ça qui était génial. D'un seul coup, je m'inscris à un truc qui paraît complètement débile pour ma mère, pour plein de gens comme ça, c'est n'importe quoi. Pas qu'elle, hein. 90% des gens disent c'est débile de faire ce que tu fais, quoi. Traverser la Manche à la nage, puis faire un Ironman là-dessus. Enfin, un Ironman, pardon, un triathlon. Enfin, qui n'en est pas un, hein. C'est pas sérieux, quoi, ton histoire. Et bah moi j'ai pris ça très au sérieux et voilà. Par contre, ce que j'ai trouvé génial dans cette préparation, j'étais DG d'une boîte, ça me prenait beaucoup de temps. J'avais ma famille, ma femme, les enfants, et j'avais ce projet-là à préparer. Et je voulais tout absolument, comme tu as dit tout à l'heure, tout bien processé, tout bien structuré, vraiment après avoir un programme aux fines herbes. Et bah l'alchimie ou du moins la magie que j'ai trouvée, elle était pas tant dans l'organisation, même si j'étais un fanat d'organisation avec tous les outils du digital de l'époque en tout cas, hein, et aujourd'hui ça n'a plus rien à voir, mais les montres connectées ça arrivait, donc ça c'était déjà bien arrivé, mais je voulais vraiment tout mettre en place. Donc j'avais créé un mapping, je travaillais très peu en mapping à l'époque, mais là d'un seul coup je dis vas-y, là faut que tu travailles sur du mapping, donc je crée ma mind map, etc. Je fais vraiment un truc de dingue, quoi. Mais l'enseignement de tout ça, en fait, c'est pas c'est pas du cerveau gauche, quoi. S'il reste qu'un truc à la fin, et c'est là que ma vie a changé. Là, ça switch, mais vraiment, quoi, radicalement. Il y a un avant du roman, il y a un après du roman pour moi, c'est que bon, je l'ai fini l'épreuve, grâce à quoi? Grâce aux gens qui m'ont aidé, grâce à ma préparation sérieuse, grâce à tout ce qu'on veut, j'ai écrit ça dans un bouquin, tout est écrit. Laurence m'avait dit à la fin de l'épreuve, putain, écris le bouquin, t'es le premier Français à finir le truc et tu bats le record. Il faut que tu écrives le livre, il faut que tu remercies les gens, il faut que tu expliques comment tu as fait. Donc bon, bah du coup, j'avais un nouveau projet. Ça m'a permis de pas avoir le burn-out du sportif après un truc comme ça. Je me suis mis à écrire, j'ai écrit pendant une petite année et dans le bouquin, j'écris tout ça. Mais en fait, à la fin du bouquin, ce qui me reste, et c'est là que je me questionne, je dis mais comment je vais appeler mon bouquin? Je vais l'appeler comment? L'enduroman, les défis incroyables, le truc de fou, préparer. Alors oui, on est dans le digital, la méthode pour finir l'enduroman, la structure pour machin. Ok, d'accord. Mais non, c'est pas ça le titre dans le livre. En fait, je me suis dit un truc véridique. Hein. J'ai eu une révélation un matin, je me suis réveillé, je dis mais non, je veux pas que ça s'appelle comme ça mon bouquin. Et mon éditeur me dit mais c'est pas comme ça qu'il faut l'appeler. Je dis au WTF à mon à mon éditeur, je dis je fais ce que je veux. Et c'était cool de sa part. Il m'a dit bah écoute, si tu veux mettre ton titre, mets ton titre. C'est dommage, mais nous c'est notre job de choisir un titre pour toi. Et j'ai écrit le bouquin Aimer atteindre le sommet. Parce que s'il reste qu'un seul truc à la fin pour moi, et c'est vraiment mon enseignement, c'est que tu peux mettre tout ce que tu veux dans une préparation. Si t'aimes pas ce que tu fais, si t'as pas l'amour de ce que tu fais, c'est même pas la peine de penser à faire un truc difficile, quoi. Et comme t'as dit, zone de génie, aller au bout, aller dans l'excellence, etc. Faut être un fou furieux de ce que t'es en train de faire, quoi. Si t'es pas un fou furieux de ce que t'es en train de faire, à un moment ou à un autre, si c'est compliqué, si c'est difficile,
il y aura 36 000 raisons d'abandonner, 40 000, allez, on va dire qu'il y a 40 000 pensées par jour, tu le sais aussi bien que moi, le cerveau, il y en a, ça fuse, et des pensées, il y en a. Bah, si tu as 40 000 raisons d'abandonner ton entrepreneuriat, ton projet sportif, etc., bah, à un moment donné où il y en a une qui va dire, ben oui, mais qu'est-ce que je fous là, quoi, n'importe quoi. Et c'est vrai, ils avaient tous raison. Non, moi j'aime ce que je fais, j'aime ma femme et c'est ma femme qui m'a aidé à aller au bout du truc. Et voilà, c'était pas juste un bouquin pour elle, c'était un bouquin pour nous. Pour moi, c'est voilà la petite phrase qui reste ça. Aujourd'hui, je fais des conférences et j'arrêterai là-dessus. Mais mes conférences aujourd'hui, je suis un militant de l'amour, mais vraiment quoi. Moi aimer Laurence, c'était un truc de dingue parce qu'il fallait être courageux pour aimer une femme divorcée, laisser des enfants, etc. Mais je l'aimais. Et plus fort que tout. Et elle, en retour de ça, bah en fait, elle m'a donné toute sa force pour finir cette épreuve. Et si elle n'avait pas été là, si elle n'avait pas encouragé comme une dingue dans la Manche, bah non, j'aurais arrêté quoi. 14 heures de nage, je suis brûlé de partout, j'ai la gorge raclée, j'ai froid, j'ai les coucougnettes qui remontent parce que ma combinaison était un peu trop serrée, c'était la douleur la plus atroce à gérer celle-ci. Pendant plus de 10 heures, t'imagines, t'as les roubignoles qui remontent et ça te fait des coups d'électricité dans tout le bas du ventre. C'était horrible quoi. Donc à un moment donné, mais qu'est-ce que tu es en train de faire quoi? Tu vas perdre ta virginité, qu'on appelle ça, tu vas perdre ta force sexuelle. Bref, t'es en train de tout perdre, mais c'est pas grave parce que j'ai juste un truc qui me donne, j'ai fondamentalement envie d'aller au bout du rêve. Et voilà, j'y suis allé et là, ma vie a vraiment changé. Ouais, je vais revenir sur tout ça, mais du coup, c'est vraiment cette expérience enfin, qui t'a fait changer de matrice de top achiever ou directeur général, coupé cabriolet, la femme, les 2 enfants, la maison de campagne avec les Pagnols bretons, à coach en performance mentale, écrivain et puis sportif de l'extrême. Alors j'étais jamais matérialiste, donc j'avais pas non plus ni cabriolet ni voiture de rêve, etc. J'avais une Skoda et aujourd'hui j'ai une voiture de ce qu'il y a de plus classique. Non, je suis pas matérialiste et avec Laurence en fait, bah, le truc qui change pour nous après cette épreuve-là, c'est ralentissons quoi. Mais ralentir, en plus il y a le Covid qui arrive derrière. Et mais qu'est-ce qu'on veut vraiment quoi? Et ce qu'on voulait, c'était une vie paisible, tranquille, peinard, une belle vue. On a une petite maison aujourd'hui, tu vois, on est satisfait. On a une petite maison, on est dans le Jura. On a fait un tout petit investissement, pas de traite, on n'a pas de charge financière, enfin pas de pression financière. Et en fait, c'est dur de sortir de cette matrice parce que en fait, t'es toujours attrapé quoi. Les réseaux sociaux, les publicités, tout ramène dans la matrice. Les copains qui sont eux assez agités, comme moi je l'étais avant cérébralement, à courir après la course, pas la rat race, hein, parce que c'est des mecs qui sont vraiment hyper inspirants. Les gens de avec qui je côtoyais des réseaux comme la PM, je côtoyais des Medef, etc. Et c'est vraiment c'est des sources d'inspiration. Mais à un moment donné, quand le monde s'arrête, on se pose des vraies questions. Et là, ouais, grâce à l'enduroman ou grâce à cette épreuve-là qu'on a vécue tous les deux, on s'est dit maintenant on va au bout du rêve, quoi. On a peur de rien, quoi. Vivons la vie qu'on veut, quoi. Et voilà, aujourd'hui, Laurence, elle raconte ça bien mieux que moi d'ailleurs. Les gens lui disent quand elle dit comment on vit en campagne, que moi je fais mon pain, que j'ai mon potager à peine, mais tu vois, genre de vie, tu vois, très tranquille. Mais la capacité de pouvoir aussi faire l'aller-retour entre d'un côté ce côté très calme, des journées très tranquilles, paisibles, faire son sport. Et d'un autre côté, de se retrouver dans une soirée où tu as tous les gens qui sont agités, de savoir parler ou être à ta place par rapport à ça. Parce que non plus, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à mon père qui était largué, moi, c'est un truc qui m'est insupportable. Je veux pas être largué par rapport à tout ce qui arrive dans le monde dans lequel je vis aujourd'hui, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis des gens avec lesquels je collabore. Mais voilà, plus tranquille quand même, quoi. Ouais, j'adore cette vision de l'élastique. Moi, je vis un petit peu la même dans le sens où j'habite à Évian au bord du lac et puis j'ai mes petites routines, ma vie de famille, proche de la nature. Je vais faire mes sorties de trail à Thonon-les-Mémises, là juste au-dessus, à côté de chez moi. Et pour autant, je vais régulièrement passer une semaine à Paris et là, c'est l'effervescence. Je rencontre des gens matin, midi et soir, des entrepreneurs, des gens hyper inspirants. C'est très stimulant d'un point de vue intellectuel et aussi assez intense d'un point de vue physique parce que même si je m'entraîne pas, au final, j'arrête pas du matin au soir, quoi. Et j'aime bien, tu vois, cet extrême des deux côtés. Je me sentirais pas bien, et d'ailleurs j'ai vécu à Paris et ça correspond absolument pas à mon idéal de vie. Mais jouer entre les deux, je trouve ça vraiment vraiment chouette. Et est-ce que tu dirais aujourd'hui que ta définition du luxe, c'est la liberté, justement, la liberté de prendre le temps, la liberté de suivre tes passions, de suivre tes rêves? Ouais, c'est un vrai luxe, hein. C'est un vrai luxe de te lever le matin en te disant ça va aller quoi. Je vais pouvoir profiter du temps qui passe sans me dire il faut que j'aille chercher X clients, X chiffre d'affaires, X marge ou que je fasse rentrer X euros dans le porte-monnaie. C'est un vrai luxe.
Alors moi, tu vois, quand j'étais dirigeant d'entreprise, oui, que je gagnais bien ma vie, et c'était pas foufou, quoi, mais bon, je gagnais bien ma vie. Et j'écoutais parler des gars de 50 ans, tu vois, qui avaient bien vécu aussi, qui avaient eu des belles storytelling d'entrepreneurs. Mais en fait, je me disais en les écoutant eux, et tel que je parle moi aujourd'hui, je disais, ah, t'es gentil, mec. Enfin, c'est ce que je me disais, ma petite voix intérieure. Ouais, il est gentil, il est en train de dire ralenti, etc. Mais le gars, c'est bon, il a mis suffisamment de côté pour pouvoir se payer le luxe de vivre la vie qu'il a aujourd'hui. C'est tranquille, quoi. Tu peux faire toutes les sons du monde que tu veux. Moi, j'ai pas encore atteint ton niveau de financiarisation qui me permet de vivre comme toi. Donc, ratterris sur terre, mec, et viens te mettre à ma place parce que moi j'ai des gamins, moi faut que je paye leurs études, etc. Et moi en attendant, je suis obligé de courir. T'es gentil, mais bon, voilà, moi j'ai pas ton luxe à toi. Et en fait, moi aujourd'hui, je parle comme eux, donc je me dis, je suis un sacré con pour dire la même chose qu'eux. La seule différence, c'est qu'en fait, quand j'ai eu mon accident de la route en 2018. Avec Laurence, on n'avait rien mis de côté. Quand je dis rien, c'est vraiment rien. On avait juste notre maison, on avait un crédit dessus et on n'avait pas fait la gestion de patrimoine intelligente, assurance vie, tous ces trucs-là. Et là, moi, d'un seul coup, on était deux petites fourmis en train de profiter de la vie, etc., de prendre des vacances, voyager avec les enfants, enfin profiter, tu vois, être avec les amis et tout. Et puis, d'un seul coup, tu as ton accident de la route et tu te dis, mais en fait, là, j'ai 42 ans, 42 ans, j'avais. Je claque ma pipe, quoi. Comment il vit Laurence demain, les enfants y vivent, et puis moi, ou alors si moi je suis paralysé, mais comment ça se passe, quoi. Et là, mes copains qui étaient gestionnaires paralysés, très bien, ils disent, Cyril, on te l'avait dit, t'as pas écouté. Bah oui, bah c'est trop tard. Donc en fait, bah plutôt que de me dire, je me remets en route derrière pour gagner un max de sous et mettre de côté, j'ai pris le truc à l'envers. Avec Laurence, c'est dit, de quoi on a vraiment besoin, quoi. De quoi on a vraiment besoin. Bah juste une maison, et puis après de combien par mois on a besoin. Si on met tout à l'envers, tu vois, on met tout à l'envers, et on s'est dit qu'en fait on n'avait pas besoin de tant que ça. À 2000 euros net, tu vois, à deux, on s'en sortait bien, quoi. Enfin bien, comme il faut. Et ça, c'était une vraie révolution pour nous. On s'est dit, mais tiens, allez, un game changer. Non, non, c'est juste mis un truc de rationnel, raisonnable. Et puis bah voilà. Et par rapport à ça, on s'est pas mis dans je me suis pas mis ni Laurence d'ailleurs dans la perspective de dire bah tiens qu'est-ce qu'on a trouvé comme job par rapport à ça. Non, on a fait l'inverse. On dit bah tiens, maintenant qu'on a à peu près besoin de 2000 euros par mois, on va trouver une maison par rapport à notre style de vie. Et on n'a pas cherché une région, on n'a pas cherché un boulot et à prendre notre maison, le foyer, etc. On a trouvé une maison dans le Jura, dans un budget très très cool. Et en fait, bah, ça nous a vachement apaisé. Donc aujourd'hui, on a cette petite maison, un tout petit crédit sur le dos, parce qu'on a quand même toujours un crédit. Et comme je te dis, bah, avec l'argent qu'on fait rentrer très tranquillement, très paisiblement, bah, ça nous permet de faire vivre la famille et d'avoir un rythme de vie qui est pas le même. Alors quand je vais dans la Drôme, quand je vais dans le Jura, enfin dans la Drôme à vacances, voir les copains et tout, oui, alors, moi je me sens vachement proche des gens qui sont dans la Drôme. Alors ça fait rire, hein. Moi ça me faisait rire avant de voir les gens dans la Drôme, c'est avec leur un côté un peu hippie. Mais aujourd'hui, j'aime bien en fait ce côté-là de se dire, bah vas-y, cool, vis tranquillement, vis paisiblement, et puis tu vas voir que le troc c'est pas mal aussi, d'échanger avec les voisins c'est pas mal aussi, et t'as plus besoin d'autant de ressources qu'avant. Enfin voilà, ça, je fais un peu la morale en disant ça, mais c'est plus que ça, c'est de me dire que j'étais bien con à 35 ans de quoi après un truc que je sais même pas pourquoi, j'avais pas mis de sens. Alors aujourd'hui les jeunes, moi je vous apprécie parce que justement vous remettez le sens au cœur, le why, etc. Et ça c'est bien chouette, donc bravo à vous. Et pour autant, si tu as été directeur d'entreprise, si tu as fait un enduroman, après on pourra parler de Summum Project, tu me parais quand même être quelqu'un d'assez ambitieux qui est attiré par l'excellence. Et puis tu me confiais tout à l'heure que tu avais des centaines d'idées qui fusaient tout le temps dans ta tête. Est-ce que c'est pas tu vois, indépendamment de la finalité et de l'argent, justement, est-ce que c'est pas difficile de réprimer un petit peu toute cette force intérieure, toute cette énergie, toute cette ambition, toute cette envie de créer, de construire des choses pour vivre simplement? Tu vois, moi, je dirige une startup par exemple, je l'ai fondée et en réalité, je me suis aperçu que j'étais prisonnier de ce que j'avais construit quand j'ai voulu justement m'en éloigner dans une perspective de quête de sens. Et maintenant que j'arrive à en sortir un petit peu, bah, j'ai plein d'autres projets, de nouvelles idées. Et en fait, la finalité, c'est pas l'argent, c'est juste que je vois le potentiel latent d'un projet ou d'une idée. Et pour moi, c'est insupportable. Le fait de savoir que c'est possible, et surtout si c'est quelque chose qui m'anime, et aujourd'hui, qui m'anime plus que par l'argent, mais par ce que ça peut apporter au monde, j'ai du mal à réprimer mon envie d'y dédier toute mon énergie.
Le réprime pas. Vas-y, parce que de toute façon, on se refait pas comme ça du jour au lendemain. Et puis une fois que tu as fait un projet, puis il y a deux, puis trois, puis quatre, et puis qu'après tu te dis bah finalement ma soif de projet et de vivre de projet, bah, je l'ai assez assouvi. Bah il faut l'assouvir, hein, donc pour pouvoir passer après sur autre chose. Donc moi je réprimande souvent. Quand je dis réprimande, c'est je me réprimande souvent parce que je m'apprécie pas forcément quand je regarde dans le rétroviseur la façon dont j'ai exploré, parce que c'était comme tu l'as dit, peut-être avec un peu d'ambition, trop d'ambition, peut-être un peu trop jusqu'au boutiste, etc. Alors qu'aujourd'hui, j'aspire à cette tranquillité que tu vois, j'aurais peut-être tendance aussi à partager avec d'autres. Mais qui suis-je pour partager aux autres ce qui me fait du bien à moi alors que les autres n'en ont pas besoin? Je suis passé par là. Et aujourd'hui, pour me calmer un petit peu par rapport à ce que tu dis, bah c'est super compliqué en fait. Faut être honnête. C'est super compliqué. Donc oui, le sport m'aide à ça. Hier, tu vois, j'aurais eu tendance à aller courir, faire une sortie l'après-midi par rapport à mes projets sport, etc. Puis en fait, j'essaie vraiment de souffler, de regarder le temps à l'extérieur et de m'écouter mon corps. Et puis en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Du paddle. Je suis descendu, je suis allé faire 2 heures de paddle. Et tu vois, je suis revenu avec une vision différente du projet que j'avais 2 heures avant, quoi. Enfin, du projet, du besoin d'assouvir le projet ou le truc que j'ai en tête. Et c'est passé. Donc c'est comme une envie de cigarette en fait. Alors je fume pas, hein, mais une envie de cigarette, on dit bah tiens laisse passer, souffle, respire et au bout de 40 secondes ça va passer. Bon 40, 50, 1 minute, 2 minutes, mais en tout cas ouais est-ce que la clé est toujours dans la respiration? J'ai un peu l'intuition, pour reprendre le mot que tu disais tout à l'heure, que ouais une bonne inspiration bien faite, bien posée, nous remet quand même les idées en place quoi. Et t'as raison de dire que notre cerveau il nous agite tout le temps. Et alors si en plus tu rajoutes dessus les écrans, peu importe la taille de l'écran, si tu mets un doigt dessus en plus qui swipe ou qui scrolle, bah moi je suis le premier à tomber dans le panneau, hein, mais vraiment quoi. Tu vois un truc puis tac 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 et après tu te dis mais arrête. Alors j'ai pas de notification sur mon téléphone, j'ai plus tous ces trucs là, hein, mais avant j'avais des notifications de partout, forcément, et ça m'agitait encore plus quoi. Donc aujourd'hui, ouais c'est compliqué parce que notre environnement quand même vit avec ces outils, vit avec cette énergie, vit avec cette vitesse aussi, et comme tu as dit tout à l'heure aussi, tout va de plus en plus vite malgré tout, et si on va pas louper le train, donc comment je fais pour avoir cette inertie là de mon environnement, mais avoir la capacité de pouvoir sortir du wagon et d'y rentrer sans que tu aies le sentiment d'avoir loupé plusieurs gares, quoi, plusieurs wagons. Non, mais ça c'est clair, hein. Moi d'ailleurs, ma vie, en tout cas ma productivité a vraiment changé depuis le jour où j'ai différencié ce qui était important de ce qui était urgent, que j'ai Mhm. consacré mes matinées à l'important et les après-midi à l'urgent. Et du coup le matin, j'ouvre pas Skype, j'ouvre pas WhatsApp, j'ouvre pas mes mails. Mon téléphone il est en mode avion et je suis vraiment concentré sur mes tâches de fond et pas à être tout le temps en train de switcher entre les demandes d'un collaborateur, d'un client, d'un mail et d'un truc. Et au final, ton Mhm. attention elle est tellement tout le temps en train de passer de l'un à Mhm. l'autre que tu construis rien d'important. Et j'aime bien ton exemple hier avec le paddle parce que tu vois, moi je suis là juste au-dessus du lac, j'ai un paddle aussi et j'aime bien en soi faire du paddle. Mais dans les faits, si je réfléchis de façon très pragmatique, ben la rentabilité métabolique du fait de faire une séance de paddle et donc les 2 heures que je vais dédier à ça, elle est nulle comparée à si je faisais la même chose par exemple en course à pied dans la perspective de préparer Ouais. des épreuves assez ambitieuses. Ouais. Et ce d'autant plus, bon c'est peut-être moins ton cas aujourd'hui, mais à l'époque par exemple où tu te préparais pour cette enduroman où t'étais aussi père de famille et en même temps directeur d'entreprise, donc réussir à mêler tout ça, ça nécessite, comme tu le disais très bien et très justement, une organisation de faire. Quelle place est-ce qu'il reste pour l'écoute de soi dans ce contexte-là? Est-ce que c'est vraiment possible de réaliser de grandes choses en faisant confiance simplement à ses ressentis du jour sans avoir une discipline de fer et un plan hyper bien construit? Ouais, ben en fait, c'est un sportif de haut niveau. On imagine bien son quotidien, s'entraîner, récupérer. Alors quand on parle de récupération, c'est pas ne rien faire, hein. La récupération, ça va être plein d'exercices de récupération, y compris la sieste, y compris des visualisations, y compris la prep mentale, etc. Bien se nourrir. Ah, tu as toute une chaîne de pratiques qui permettent d'atteindre l'excellence quand on est sportif de haut niveau, qui plus est qu'on a des enfants, etc. Donc là, on rajoute une complexité entre guillemets, on va dire un bonheur, mais qui en fait amène à une certaine organisation, un certain modèle d'organisation pour pouvoir profiter aussi des bons moments avec ses enfants. Et puis quand il rajoute aussi une vie professionnelle derrière,
Et ben là, oui, forcément, ça amène une certaine discipline, une certaine organisation et des outils pour ça. Mais à un moment ou à un autre, plus on en rajoute, plus on se structure, plus on staff, plus on manage aussi, parce qu'on va sur un écosystème de la performance. Bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, on rentre quelque part aussi dans cette organisation du plus, quoi. J'optimise, tu vois. Et en fait, le truc contre-intuitif, ça, je l'ai appris pendant l'enduroman. Hein. C'était mon coach m'avait dit bêtement le truc, mais une phrase qui aujourd'hui me paraît encore plus bête parce qu'elle fait partie de mon quotidien et que c'est automatisé. Mais ça n'était pas à l'époque du tout ce qu'il a dit. La récupération fait partie de l'entraînement. Alors là, j'ai pris une claque, tu vois, parce que d'accepter que des fois, tu as des journées où tu t'entraînes pas, ou d'accepter que un matin, tu vas avoir, au lieu d'avoir une séance de natte, tu vas avoir une séance de, je sais pas, d'un yoga, tu vois. Alors le truc que j'aurais jamais fait avant, et même pendant l'Ironman, c'était hors de question, et puis j'avais pas le temps, hein, pour le coup, là. Mais aujourd'hui, oui, moi, j'ai mon appli, tu vois. Alors, je suis très digitalisé parce que comme, tu vois, malgré tout ce que je dis, mon smartphone, il est bourré d'applications, etc., hein. Par contre, hop, il y a 0 notification, il n'y a pas de pastille rouge, hein, vous pouvez le constater. Donc ça, il y en a pas, il y en aura jamais. C'est moi qui décide quand je vais sur telle app, etc., ou telle configuration. Et en l'occurrence, voilà, tu vois, là j'ai toutes mes apps perso. Donc ouais, quand même, c'est structuré, hein, son machin, son iPhone, enfin son smartphone, pardon, c'est pas un iPhone. Donc là, tu en as une, par exemple la rouge, là qu'on voit bien, le A. Celle-ci, au départ, elle m'alerte un petit peu pour faire mes séances de yoga, mes séances de récupération, de régénération, des séances aussi, enfin très spécifiques. Il y a plein de programmes, tu vois, de gainage, de mobilité, prévention. Alors je lis du coup renforcement. Et tu vois, ça c'est des trucs que je faisais peu avant. Je faisais de la PPG, du renforcement. Alors faire du gainage spécifique, si j'en faisais. Et en fait, ça me faisait pas très plaisir d'en faire au début. Mais comme je découvrais de nouveaux muscles, oh putain, c'est pas mal finalement. Tiens, je sens que j'ai des muscles qui sont contractés le lendemain. Je me dis, finalement, c'est pas inutile cette séance-là. Tout comme un yoga, tu vois. Tu dis, oh putain, je tiens pas bien la position, c'est pas très agréable. Et puis en fait, ben non, tu fais une fois, deux fois, puis en fait, tu te rends compte que la troisième, quatrième fois, ça va vachement mieux. Donc ton corps, en fait, il accueille ces nouvelles postures, ces nouvelles routines, comme tu as dit. Et l'application que j'ai, ça s'appelle Happy Training. J'en fais un peu la publicité parce que je la trouve vraiment très bien faite. Elle structure bien les choses. Elle est ludique. Il y a des vidéos, il y a tout ce qu'il faut. Et en fait, pour le coup, avant, j'avais pas ça. Avant, c'est moi qui donnais à mes athlètes que je coach, tu vois, je leur donnais des trucs, des vidéos sur YouTube ou autre. Mais c'est pas pratique, tu vois. Et là, en fait, bah, dans cette app, là, il y a tout. Et du coup, je suis assez réconcilié pour le coup avec le digital par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Tu peux me décrire un petit peu à quoi ressemblait une semaine d'entraînement pour l'enduroman à l'époque? Le matin, je me réveillais. Alors, avant, la première chose à savoir, c'est que j'avais fait des études de sommeil. Donc, j'étais allé à Paris, à l'Hôtel Dieu, pour faire ce qu'on appelle une PSG, une polysomnographie, avec le médecin du sommeil. C'est bon, ça y est, on est de retour. Donc, tu étais en train de me raconter ta semaine type d'entraînement à l'époque de la préparation de l'enduroman. Eh ben en fait oui, je reprends depuis le début parce que c'est le sommeil pour moi le plus important finalement quand on prépare ça, c'est des gros défis, donc bien dormir, bien récupérer. Donc moi une fois que j'avais bien défini ma stratégie de sommeil, lever le matin de bonne heure pour m'entraîner à 6h30. Et donc ça c'était 3-4 fois par semaine, je nageais donc le matin à 6h30 à Beauvais et après j'allais au boulot, donc j'attaquais le boulot entre 8h30 et 9h. Et le midi, c'était séance de course à pied. Donc j'allais courir le midi et le soir je faisais pas de sport pour le coup quand je rentrais à la maison. C'était plutôt passer du temps voilà avec Laurence et voilà des moments plutôt calmes. Et les week-ends, bah grosse sortie sur les week-ends. Donc en fait ça faisait pas mal d'entraînements et finalement bah ça passait plutôt pas mal parce que 2 entraînements jour en bi-quotidien et plus grosse séance les week-ends. Et ben en fait quand je regarde rétrospectivement je me dis mais quand même fallait y aller quoi. Et ben ouais mais ça passe quoi. Après on rentre vraiment dans une gymnastique, une sorte de bonne routine qui passait bien et alors avec après la bonne nutrition qui va bien là-dessus parce que l'énergie le carburant du sportif ça reste quand même comme pour tout le monde hein, une bonne nutrition. Donc là aussi j'étais très 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 vigilant sur ma façon d'assimiler mes aliments, que ce soit le matin, que ce soit la collation du matin, que ce soit le midi, que ce soit la collation l'après-midi et que ce soit le dernier repas du soir. Et donc les tests que tu as fait sur le sommeil, ils visaient à te permettre de savoir quelle était la quantité minimale de sommeil dont tu avais besoin pour récupérer, c'est ça?
En fait, pendant une nuit, j'ai été mis sous électrode, etc., pour voir un petit peu mon activité au niveau de mon cerveau aussi, et donc analyser le sommeil profond. Donc j'ai une capacité à avoir un sommeil profond très rapide, et donc un sommeil très réparateur. Et puis après, le sommeil paradoxal, là, je fais pas mal de rêves, donc ça c'est sympa, ça me permet de bien visualiser en dormant aussi mes disciplines, mes épreuves, etc. Donc ça, c'était une première chose. La deuxième, c'est que j'avais porté aussi une montre pendant 3 semaines qui prenait un peu mon cycle circadien en fait. Donc voilà, les moments d'éveil, les moments de à l'inverse où je suis plutôt en phase de sommeil. Donc en fait, quand j'ai bien analysé ça, je voyais en fait tous mes cycles sur une journée et par nuit. Alors pour la nuit, une fois que je suis endormi, je fais plus grand chose hein, jusqu'au réveil. Mais la journée, alors un peu comme tu disais tout à l'heure, j'allais pouvoir adapter mes entraînements en fonction de ma capacité à pouvoir assimiler tous ces entraînements et aussi avoir une activité cérébrale optimale, on va dire ça comme ça, par rapport à des réunions qui pour moi étaient le plus courtes possible, pas trop les réunions, mais en tout cas il faut quand même faire le point avec ses collaborateurs et puis après faire la production personnelle et puis après aller sur des sites, dans les magasins, etc. Parce que j'étais dans le retail, donc j'avais à la fois un travail en amont mais aussi très opérationnel avec les équipes. Ok, donc ça t'a permis de comprendre un petit peu ce que moi j'appelle la symphonie de l'énergie, donc de savoir à quel moment tu as tes pics de forme, à quel moment est-ce que tu ferais mieux d'être sur tes phases de deep work, à quel moment tu as plutôt intérêt à caser tes réunions, quand mettre tes entraînements, à quelle heure te coucher, à quelle heure te lever pour être en phase avec tes rythmes circadiens. C'est à peu près ça? Ouais, une belle symphonie. Donc moi, je me suis mis à la guitare à cette période-là d'ailleurs. À 40 ans, je me suis dit, tiens, je vais faire de la guitare. Je me suis rendu compte que si tu pouvais jouer, mais n'importe comment, c'était pas agréable pour les autres. J'ai essayé d'adapter ça aussi dans ma vie, hein, de me rendre compte que des fois, t'es là, mais t'es pas là. Tu fais plein de choses, mais c'est pas très productif ou c'est pas agréable pour les autres. Donc voilà, essayer d'avoir une bonne symphonie, c'était une phrase que j'aime, enfin un mot que j'aime bien, ouais. Et donc, entraînement bi-quotidien, donc j'imagine ça fait à peu près 2 heures par jour, 5 jours par semaine, tu es à peu près à 10 heures. Et puis si tu rajoutes le week-end, ça te fait des volumes d'entraînement à 15-20 heures, quoi. Oui, ça c'était hors stage, ouais, 15-20 heures par semaine, le travail, la vie familiale, et puis après pendant les stages, j'ai dû me mettre 2-3 semaines séquencées hein, sur des entraînements qui étaient plutôt à entre 30 et 40 heures. Ouais. Et à ce moment-là, tout ce qui était mobilité, renforcement musculaire, etc., ça faisait pas du tout partie de ton entraînement. Si, malgré tout, si, hein, si, je suis assez taquin quand je dis que à l'époque, j'aimais pas ça, mais en fait, l'enjeu était tel qu'il fallait pas que je néglige ces aspects-là. Et pour le coup, une fois de plus, ouais, j'avais des gens autour de moi qui me sensibilisaient là-dessus. Donc Patrick Bringer qui me faisait mes plans d'entraînement, lui me mettait de la PPG, me mettait de la pliométrie, le genre de truc, tu vois, que j'avais jamais fait avant, parce que voilà, alors je le faisais un peu sur la piste, voilà, quand tu as un entraînement de club à la piste, mais bon, une fois par semaine. Là, c'était beaucoup plus régulier. Et pour le coup, pareil, mon préparateur mental, Philippe Leclerc, qui me disait, Cyril, maintenant tu mets du rien aussi, il m'a appris à mettre du rien dans mon agenda. Hein. C'est un truc qui n'était pas, ouais, je voyais pas le truc de mettre du rien moi, mais j'apprends aujourd'hui et j'aime bien ça finalement avoir du rien et puis des moments pour le coup où tu fermes les yeux, tu fais tes respirations et t'écoutes la voix du coach qui te guide sur des espaces où là d'un seul coup tu switches et tu vois toute une dimension que tu vois pas les yeux ouverts quoi. Ouais, d'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure que, en gros, le sport, c'est en réalité les séances de sport, c'est de la des adaptations et puis après, il faut laisser le temps à s'adapter et donc avoir un rebond positif parce que si tu pas de rebond positif, en réalité, il y a pas d'évolution, il y a pas de progression, il y a juste, du stress et de la destruction. Donc, comment est-ce que tu optimisais justement ces phases de récupération? Tu as notamment parlé de la nutrition. Qu'est-ce que tu as mis en place, côté nutrition justement? Et est-ce qu'il y a d'autres «hacks» entre guillemets que tu as utilisés au cours de ta préparation qui t'a permis, d'encaisser, ce rythme d'entraînement qui est quand même assez dantesque, et le concilier avec, tes autres obligations de père et d'entrepreneur, enfin de chef d'entreprise? Mmh. En fait, on a une vie sociale, donc familiale, professionnelle, etc. Et on rentre dans les codes du social pour faire un peu comme tout le monde entre guillemets, pour pas dire non. Moi, j'aime pas trop. Je suis pas de nature à dire non aux gens. J'ai du mal avec ça. Alors, je sais qu'il faut savoir dire non, être élégant pour la façon de le dire, etc. Et si on veut, un bon entrepreneur doit savoir dire non. Mais moi, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc de dire non. C'est pas. Tu vois, tu m'as dit tiens Cyril, on fait un podcast. Je dis oui et je dis même oui tout le temps quasiment. Et après, j'essaie de trouver les ressources pour pouvoir ou les moyens, les outils pour pouvoir justement assumer ce côté yes man. Donc ça, c'est la première chose. Après, quand je suis tout seul et je suis plus en société, là pour le coup, je fais un peu différemment. Je suis
je suis pas dans je fais des choses assez bizarres pour les gens, en fait, en général, hein. Au début, c'est assez surprenant. Bon, déjà, de faire du sport à 5 heures du mat, ça paraît bizarre pour plein de gens, hein. Faut pas l'oublier, hein. Peut-être pas ceux qui est pas ta communauté parce qu'ils t'écoutent et ils savent qui tu es et c'est des lève-tôt, c'est des Miracle Morning et compagnie. Mais voilà, c'est 5% de la population, hein, qui fait du sport comme t'en fais ou comme vous en faites. Donc après, moi, je fais des choses assez bizarres. Donc, dans quoi? Bah, par exemple, m'ouvrir à des trucs, tu vois, qui sont pas du tout câblés, comme prendre un pendule et faire tourner un pendule, tu vois, dans un sens puis dans l'autre, etc. Ça, je me suis ouvert à ce genre de choses pour essayer justement un peu de casser ce cerveau rationnel qui veut tout croire à ce qu'il voit, quoi. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Après, ça va être quoi tu parlais de nutrition, ça va être manger de la poudre. Mon cerveau rationnel, mais attends, mais tu manges pas de la poudre, c'est n'importe quoi, de la prod, de la machin. Non, c'est pas de la prod. Bon, je mange de la poudre. Tiens, je rappelle aux gens que je fais mon pain moi-même. Bah, je mange de la poudre. La poudre, c'est quoi? C'est de la farine. Donc, j'achète des farines et je fais à manger avec de la farine. C'est de la poudre. Donc, c'est des produits desséchés. Enfin, des aliments desséchés, déshydratés. Donc, en fait, moi, pour répondre à ta question, tu vois, dans les tips, les trucs hacking, bah oui, je vais avoir deux repas par jour. C'est du repas déshydraté. Alors c'est pas socialement, tu vois, très accepté. Comme aujourd'hui, bah, tu vois, on commence à tolérer le fait qu'il y ait des gens qui sont dans le véganisme. Moi, j'y suis pas spécialement, mais j'aime bien l'idée de manger beaucoup moins de viande, etc. Et j'y vais petit à petit, hein. Je sais qu'avec ma femme, de toute façon, à un jour ou l'autre, on aura arrêté les schémas classiques de manger tout ce qu'on nous propose un petit peu pour faire comme tout le monde. Mais en fait, être toujours curieux, quoi, voir un peu ce qui se passe sur les mecs, tu vois, qui font des trucs incroyables. Alors ouais, je reviens à Mike Horn. Moi, c'est quelqu'un qui m'inspire plus aujourd'hui parce que ça m'inspire plus aujourd'hui et que je vais chercher d'autres sources. C'est pas pour ça que ce qu'il fait, c'est pas bien. Au contraire, c'est génial. Mais je vais chercher des inspirations ailleurs parce qu'à un moment donné, quand j'avais 25, 30 ans, waouh, Mike Horn, mais bien sûr, je lis tous ses bouquins. Et puis après, je vais passer à d'autres. Ça veut pas dire que je le suis plus aujourd'hui. Je le suis avec un œil qui est aussi, tiens, je ferais pareil que lui pour certaines choses, je ferais différent pour d'autres choses. Et c'est pas dire c'est bien ou c'est pas bien ce qu'il fait. C'est pas dire ce que la société fait bien ou se fait pas bien. Tu vois, c'est pas être critique tout le temps. C'est simplement accueillir tout ce qui, enfin, moi, j'essaye de m'inculquer cette discipline. Pour le coup, c'est une vraie discipline. De dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'il y a de bien pour toi? Qu'est-ce qu'il y a de pas bien? Et teste. Test, learn, invest. Voilà. Donc, je teste énormément de choses et je vois ce qui marche pour moi et ce qui marche pas. Et après, je vais mettre de la science là-dessus. Tiens, ça a l'air de bien marcher ce truc-là. Que dit la science là-dessus? Et là, je vais chercher des ressources. Tu vois, Guillaume Millet, t'en parlais tout à l'heure, bah, des PhD comme ça, tiens, dans les bouquins qui m'inspirent aussi, tu vois, il y a un moment donné, il y a la clinique du coureur, bah, c'est du marketing, ce truc-là. Bah, j'essaie de rencontrer Blaise Dubois, et je rencontre Blaise Dubois, et je veux savoir d'où c'est né, cette façon de faire différemment. Casser les codes, non pas pour dire, je fais pas comme les autres, mais essayer de trouver un petit peu faire sa propre voie, quoi, son propre cheminement. Ouais, Blaise Dubois, que j'ai reçu aussi sur ce podcast pour un épisode excellent. Et d'ailleurs, on a parlé un peu plus tôt de zone de génie. Et lui, il m'a partagé un outil qu'il utilise chez la clinique du coureur, qui est le fait de faire son X et qui permet de trouver l'intersection entre ce que tu aimes faire et ce dans quoi tu es bon. Et c'est ce que j'appelle en fait zone de génie. Et je trouve que c'est un outil extrêmement simple, extrêmement visuel, que tout le monde gagnerait à faire à l'échelle personnelle, mais aussi à l'échelle des organisations, parce que tu pourrais t'apercevoir que peut-être qu'il y a une tâche que tu fais parce que tu es bon dedans mais que tu détestes faire et que ton voisin à côté de toi, ton collègue, adore faire. Et donc, comme ça, tu peux potentiellement modifier un petit peu les fiches de poste initiales et avoir une entreprise qui fonctionne plus comme un organisme vivant que comme un truc un petit peu bête, entre guillemets, très cloisonné, en tout cas, sur les cases de la fiche de poste initiale qui avait mené à l'embauche. En tout cas, j'avais trouvé ça hyper inspirant. Et du coup, quand tu te retrouves sur ton enduroman, tu as parlé de la natation qui a été cette traversée de la Manche qui était horrible. Enfin, en tout cas, on sent la souffrance quand tu le racontes. D'un autre côté, tu te dis, ouais, je suis quand même en train de traverser la mer. Je pense que c'est assez galvanisant, surtout avec les encouragements de ta femme. Et même si j'imagine que cette force qui te porte est assez polymorphe, il y a aussi la fierté de briller à ses yeux et de réussir un exploit, parce que ça l'est clairement. Mais pour autant, ça n'a pas dû être le seul moment de découragement, ne serait-ce que, si je me trompe pas, tu commences par les 140 km de course à pied, c'est ça? Ouais, Donc, 140 km de course à pied, c'est déjà énorme. Et après, tu dis, enfin, tu vois, il y a forcément un moment où tu te dis, peut-être au bout de 50, 60 km, bon, ben, je commence à avoir des petites douleurs qui arrivent. Et puis après, 80 km, 100 km, bon, ça devient difficile, mais je continue. Et forcément, tu te dis, OK, mais quand j'ai fini enfin ces 140, j'aurai encore les 34 de natation et les 290 de vélo. Comment tu fais pour pas te laisser écraser par le poids de la montagne à gravir? Ah bah, je sais pas, en fait.
Je sais pas. Donc c'est pour ça que je me dis à un moment donné, je vais avoir besoin d'aide. Et là, pour le coup, tu vois, je fais tomber un peu mes mauvais réflexes. Cyril, enfin, ça devient évident que quand tu fais un truc comme ça, t'as besoin d'aide, quoi. Tu peux pas, t'as pas tout expérimenté, t'as pas tout lu, tu sais pas tout. Et comme personne l'a fait, aucun Français l'a fait avant toi, va falloir que tu t'ouvres forcément, quoi. Et c'est peut-être que je suis allé chercher là-dedans, c'est de se dire finalement, tiens, peut-être qu'inconsciemment, depuis que je suis gamin, j'ai envie de briller, ou j'ai envie de faire un truc comme étant le premier, ou j'ai envie de faire un truc original, ou j'ai une envie intérieure, je sais pas trop quoi d'ailleurs, mais voilà. Et finalement, cet enduroman qui tombe là, est peut-être cette opportunité pour moi inconsciente de pouvoir m'exprimer. Exprimer un potentiel caché, enfoui, etc. Et pour l'exprimer justement, il va le mettre en œuvre et staffer tout ça. Bah ouais, là je me dis, bah, pour répondre à ta question, va voir l'expert, quoi. Où est-ce qu'il est, cet homme-là, cet homme, cette femme, hein, cet apôtre, qui va pouvoir t'éclairer sur ce que tu vas pouvoir, bah, justement, expérimenter de nouveau et te dire, bah, c'est possible, et peut-être sans souffrance, contrairement à ce que tu crois. Moi, système judéo-chrétien, je ne prêche pour aucune religion, mais dans le système judéo-chrétien, en gros, faut souffrir pour pouvoir obtenir son pain, tu vois. C'est à la sueur du front. Donc moi, je me dis, quand je fais cette épreuve-là, bah oui, il va falloir souffrir, et toute souffrance mérite salaire, ou toute souffrance amènera ton heure de gloire. Et ouais, mais quand même, j'ai quand même beaucoup de souffrance, j'ai vraiment souffert un tout petit peu moi quand même. Et du coup, bah ouais, la vie a mis sur mon chemin Philippe Leclerc, et lui il m'apprend pas mal de choses, tu vois, sur la prep mentale. Et là, je découvre un truc alors, je peux te nommer plein de gens qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, hein, j'en ai nommé certains tout à l'heure. Bah, Philippe, c'est lui qui m'a radicalement transformé au niveau de ma façon de penser, puisque c'est un préparateur mental. Et moi, c'est ce que je venais sans doute chercher aussi. C'est une façon de pouvoir me dépasser physiquement, mais surtout au niveau de l'esprit, d'un point de vue spirituel, pour pouvoir être un homme différent, quoi, un homme amélioré, un homme augmenté, un homme qui est dans cette quête de dépassement de soi, cette quête de dépassement intérieur. Et là, je peux pas te dire tout ce qu'il m'a partagé, puisqu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment, enfin, depuis 2017-18, pour moi, c'est devenu vraiment une passion. Et je me suis, en gros, j'ai voulu devenir aussi fort, enfin, que l'élève devienne un peu une sorte le maître, quoi. Donc il m'a appris tellement, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre de lui d'ailleurs, mais voilà, c'est devenu pour moi le kiff absolu de pouvoir aider les gens dans cette quête-là, quoi. Donc quand j'ai des gens qui me demandent aujourd'hui, bah tiens Cyril, un Ironman, un truc, peu importe l'épreuve finalement, évidemment on va structurer tout ça. Évidemment, il y a une sorte de trame, etc., une méthodo. Mais une fois que la méthodo est là, c'était quand dimanche soir, j'étais avec Romain qui veut faire son Ironman en moins de 10 heures. Alors c'est bon, on est tout prêt. Je dis, bah qu'est-ce qui te manque maintenant? Il dit, bah je sais pas, peut-être améliorer encore 2-3 bricoles et tout. Je dis, Romain, qu'est-ce qui fait que tu auras le couteau entre les dents quand tu seras sur ton Ironman? Il me dit quoi? Tu sais, le couteau entre les dents, quoi. La rage, quoi, les crocs. Il me regarde avec grands yeux, il me dit, et là il a pas de réponse, il sait pas. Bah, je t'invite à y réfléchir, non, pas à y réfléchir. Je t'invite à poser les choses là-dessus. Je t'invite à avoir cette imagerie qui naît en toi. Laisse passer une nuit là-dessus et on en reparle. Et là, pour le coup, tu vois, bah, pourquoi? Alors, on va chercher forcément des raisons rationnelles, mais il y en a pas. Qu'est-ce qui t'amène à faire un Ironman déjà d'une? Pourquoi moins de 10 heures? Dans quel but? Et qu'est-ce qui fait que quand tu seras dans la souffrance, on revient à ta question, hein, même sur un 180 km à vélo, ça commence à tirer, tu mets de la puissance, et après t'embrayes sur un marathon. Avec les autres fibres musculaires, ça va tirer. Et puis en plus, l'estomac qui peut coincer parce que tu as pris trop de sucre et que ça passe plus. Tu as une saturation en sucre. Enfin bon, il y a plein de choses sur un Ironman, sur un marathon, même sur un 10 km qui peut arriver, qui vont faire que tu souffres et que ton cerveau, il dit stop. Donc pourquoi il va continuer? Bah ok, parce que tu as processé plein de choses, côté gauche, mais côté droit, il y a un truc absolument fondamental, c'est d'aller trouver la clé, quoi, le truc qui t'anime toi au plus profond. Et ça, on ne sait pas, hein. On le trouve pas toujours avant. Moi, j'essaie de trouver avec les sportifs que j'accompagne, c'est cette clé-là qui fait qu'à un moment donné, ouais, il va y avoir le dépassement de soi, et pas un dépassement pour se faire mal, mais un dépassement pour faire en sorte que cette souffrance, finalement, c'est pas si dur que ça. Donc oui, j'ai souffert dans les 14 heures de natonnage. Oui, j'ai eu mal. Mais en fait, quand je me vois après pédaler, bah, tout est passé. Et là, les autres le staff qui était avec moi, ils disent, c'est incroyable. C'est comme si tu avais 1 heure après, même 2 heures après. Allez, j'exagère.
1 heure après, ça allait déjà vachement mieux, hein. Mais 2 heures après, on était autour d'une table en train de fêter le truc à Calais dans une friterie parce que je venais de terminer les 14 heures enfin un peu plus, 15 heures de nage. Et petit à petit, sur mon visage changeait, je retrouvais de l'énergie. Et puis après, j'ai fait une sieste d'1h30 là-dessus, enfin une sieste, un micro sommeil d'1h30. Je suis reparti à vélo, j'étais un autre homme, quoi. Et la souffrance d'avant, elle était plus là, quoi. Tu m'as décrit ta semaine d'entraînement tout à l'heure. Tu avais déjà pris conscience, ou en tout cas par l'intermédiaire de ton coach, de l'importance du mental et de la préparation mentale. Et tu dédiais par conséquent du temps à ton entraînement, notamment pour de la visualisation Ah ou ouais, pour la ouais. recherche de ce pourquoi. Bah, je l'ai pas trouvé en fait, parce qu'en fait, j'ai pas eu véritablement un coach dans cette démarche-là. Moi, genre, enfin, ça, je vais en reparler après parce que ça, pour moi, c'est vraiment un truc hyper puissant. Mais sur la préparation assez rationnelle, donc on va dire la sophrologie par exemple. Moi, Philippe me faisait des séances de sophro, d'hypnose que je pouvais moi enregistrer et après je me réécoutais. Donc ouais, quand je lui avais dit, tiens, envoie-moi un audio, tu t'enregistres et moi je le mets sur mon smartphone et puis je me le mets, tu vois, le matin, je suis en voiture, je vais dans un magasin, je fais une pause, je m'arrête 10 minutes, j'ai un petit coup de barre, poum, je baisse un peu le siège, je m'endors pas, quoique des fois je m'endormais, mais je m'entendais avec la voix de Philippe dans les écouteurs et j'écoutais la séance sophronique, tu vois, j'étais dans un état à la fois éveil-sommeil, un état sophronique, c'est ça, je suis à la fois dans l'éveil, à la fois dans le sommeil, un petit peu entre deux, et justement, comme je suis dans des états modifiés de conscience, d'un seul coup, tout ce que je suis en train de visualiser, ça parle pas pareil dans mon cerveau avec mon corps. Et le corps, justement, il est en train de faire un petit peu son truc. Il fait sa sauce. Il est en train d'enregistrer des choses. Et il y a tout ça qui s'emmagasine. Cette alchimie qui se crée entre l'esprit ou le cerveau et tout le corps, sachant que tout ça est un tout, bien évidemment. Mais ça, voilà, ça commence à se construire un petit peu cette visualisation. Donc, juste fermer les yeux et visualiser ta course. Non, c'est pas que ça. Alors, c'est en partie ça, c'est déjà pas mal. Mais après, on va aller si on va aller vraiment dans des trucs très, très profonds, il va y avoir des choses assez spécifiques non, je pense que tu as déjà eu ça, peut-être, tu vas me dire si tu as déjà eu quelqu'un là-dessus, mais quelqu'un qui va savoir si t'identifier, si tu es plutôt kinesthésique, olfactif, etc., etc. Donc, quels sont tes canaux sensoriels qui vont te permettre, toi, de te structurer, préparer ta visualisation avec les beaux mots, les bonnes teintures ou les bons sons, etc., pour justement ancrer encore plus profondément cette sophrologie, enfin cet état modifié qui va te permettre que tu vas pouvoir reprocesser pendant ton épreuve. Ok, hyper intéressant. Tu vois, moi j'aime bien faire une petite 10 minutes de NSDR ou Yoga Nidra, tu vois, après le repas le midi quand j'ai un petit coup de barre parce que justement ça coupe un petit peu le flux incessant de mes pensées et ça me fait vraiment un mode reboot et j'ai l'impression qu'il y a une deuxième demi-journée qui commence. Mais donc si je comprends bien, au final, la sophrologie, ça peut s'y apparenter. Mais dans tes séances de sophrologie, tu y ajoutes et tu profites de cet état entre la conscience et le sommeil pour ancrer justement ta visualisation, quoi. Ouais, exactement. Il y a, je le décris en 4 phases en fait. La préparation des athlètes que j'accompagne. La première, c'est déjà de comprendre comment ça fonctionne. Si tu sais comment ça fonctionne, déjà, ok, le cerveau, la machine, comment elle fonctionne, comment ça connecte avec tout l'organisme, que ce soit au niveau neuronal, au niveau tissulaire, au niveau de l'estomac, enfin du second de l'intestin, pardon. Voilà, donc comment ça fonctionne tout ça. Ok, très bien, j'ai compris à peu près un certain nombre de choses. Après, la deuxième étape, je rentre pas dans le détail, mais la deuxième étape, c'est une fois que j'ai compris, donc voilà, j'ai compris, processus de compréhension, connaissance, et après, comment je vais appréhender le dépassement. Le dépassement, c'est-à-dire quoi? Tiens, je veux dépasser mes limites quelque part, donc je sais qu'il y a des choses que de façon intuitive, de façon empirique, je fais jusqu'à présent, qui ne marcheront plus demain. Donc comment je vais dépasser ce seuil-là? Donc là, c'est la deuxième étape, de pouvoir dépasser les limites. Quoi, quand, comment, etc. Et la troisième, après, c'est les seuils de souffrance et douleur. Tu me posais la question dans la manche, en fait, à un moment donné, comment je mets le mode automatique quand ça arrive, sachant que je sais que je mets pas en péril ma vie. Déjà, c'est d'arriver safe quand même à la fin de son épreuve. Mais une fois que j'ai intégré ce côté safe, après, c'est comment je vais pouvoir dépasser le seuil de souffrance et tous les seuils de tolérance. Et là, on est vraiment sur des canaux qui sont vraiment beaucoup plus subtils, beaucoup plus fins. On va aller toucher à des choses qui sont sensorielles. Donc voilà, sur tous les canaux, les canaux sensoriels. Donc voilà,
en fait, le mental, il y a différents seuils. Hein. Donc là, on va aller sur des états modifiés de conscience, mais on est plus sur les aspects sensoriels. Et après, tu vas aller encore plus loin, et ça, j'aborde pas parce qu'on est vraiment sur les choses qu'on est un peu plus barrées entre guillemets. C'est bon, peut-être que toi, t'as déjà vécu des expériences là-dedans, mais on est dans l'hypersensoriel, l'extrasensoriel, et après, voilà, on est sur les états de grâce, quoi, en fait. Donc moi, c'est la question qu'on me pose toujours, c'est dans le sport, c'est comment je fais pour atteindre l'état de grâce, le flow. Donc ça, c'est processé. Mais après, quand t'as fait tout ça, ça suffit pas pour moi. Et c'est l'étape la plus intéressante derrière. Et on revient au pourquoi. Mais quand tu poses la question du pourquoi tu fais ça au tout début, bon bah il y a des choses, ok, c'est intéressant, mais point barre quoi. Quand tu poses ces questions-là à la fin du processus, là tu touches presque au divin, tu vois. Il y a un truc qui me dépasse complètement. Le divin, vous traduisez sous tous les mots que vous voulez, hein, vous mettez tous les synonymes derrière ça. Hein. Il n'y a pas de connotation religieuse, mais quelque chose qui nous dépasse. Nous, pour le coup, je me suis dépassé, mais un truc encore plus élevé. Et là, c'est ce que tu dis, peut-être ta zone de génie, mais ta zone de génie, le vrai génie, quoi. C'est le génie, en gros, le géniteur. Qu'est-ce qu'il veut transmettre, quoi? C'est quoi ton truc sur ton truc de ouf, quoi? Et moi, les sportifs de haut niveau que j'accompagne, c'est là-dessus vraiment que j'aime travailler. C'est vraiment, bah tiens, si demain t'es champion du monde, t'es champion olympique, je suis très content pour toi, bravo. Et ok, qu'est-ce qu'il en reste demain? C'est quoi l'idée derrière tout ça? Bah dépassement de soi, sortir sa zone de confort, etc., etc. Ok, c'est quoi le message, quoi? Ton message, qu'est-ce qui fait qu'en fait c'est quoi ton héritage? Voilà. Ouh, ah bah là ça devient compliqué. Et ben ouais, bah moi j'aime bien aller sur ces chemins-là, parce qu'en fait, bah, c'est là que ça devient très intéressant finalement. Ouais, tu leur permets en fait de trouver un niveau de sens plus élevé, le sens transcendantal en réalité qui dépasse tous les autres et qui est probablement le plus pur et le plus puissant. Et je trouve ça intéressant, notamment sur des sports ultra, quelle que soit la modalité, parce qu'il y a une exploration géographique, une exploration physique, une exploration physiologique, une exploration mentale. Mais une fois que tu as passé un petit peu toutes ces étapes-là, tu arrives surtout à une exploration de ta conscience. Et justement, on t'en revient, je parlais tout à l'heure de l'alpinisme, mais en réalité, l'ultra trail, c'est pareil. Enfin, toutes les expériences un peu transformatrices que j'ai vécues, et même d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure d'état de grâce, etc. Et c'est peut-être pas c'est peut-être pas la façon dont tu voulais l'amener, mais j'ai aussi exploré des états de conscience modifiés avec du breathwork, de l'ayahuasca, de la psilocybine, etc. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai fait du yoga Tumo aussi en Italie. Je sais pas si ça te parle, le yoga du froid. Enfin, et au final, ce qui est assez amusant, c'est que c'est plein de modalités différentes, vraiment différentes, tu vois. Mais elles t'emmènent toujours un petit peu aux mêmes vérités essentielles. Je veux pas dire que c'est à chaque fois la même conclusion, parce que j'ai quand même l'impression que c'est à chaque fois une exploration, tu vois, un peu comme si la conscience était un territoire inexploré dans ta tête qui sommeille en toi, et puis qu'un jour tu trouves une clé qui te permet d'y accéder, puis à chaque fois tu vas y faire un tour et t'explores une nouvelle parcelle, tu vois. Mais je trouve ça mais je trouve ça amusant de voir à quel point ben différentes modalités, vraiment très différentes, tu vois, certaines plutôt sur des modalités physiques, d'autres plutôt physiologiques, et enfin certaines liées à la prise de substances exogènes, t'emmènent toujours explorer ces endroits-là. Et j'aime bien ton idée des différents niveaux, du coup, parce qu'on voit et en plus, je pense que ça parle bien aux sportifs ou même, donc ouais, du coup, aux gens comme moi aussi, de progression, tu vois. Au début, bon, on part de là, et puis après, tu arrives aux différents niveaux, et puis au final, tu arrives au Graal qui est d'activer le flow, quoi. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment est-ce que tu as processisé ça dans le sens, combien, comment est-ce que tu bosses avec tes athlètes? Moi, par exemple, je suis intéressé, j'ai envie de bosser avec toi. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on se fait un call par mois pendant 6 mois? Est-ce que tu peux me raconter un petit peu? Alors, j'aime bien des coachs que j'accompagne, parce que j'accompagne des coachs aussi qui ont des sportifs de haut niveau. Et il y en a un qui m'a dit un jour, un clin d'œil à Sylvain, bah moi en fait le message que je veux transmettre justement, si j'avais vraiment un truc qui me tient à cœur, c'est qu'il n'y a pas de méthode, quoi. Et ma méthode, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Et là spontanément je pense à ça, en train envie de te répondre ça, c'est que j'ai en face de moi des gens qui sont tellement différents. Et c'est ce qui m'amène moi justement à faire tomber. Alors oui, évidemment, j'ai processé des choses, j'ai structuré des choses, j'ai fait un programme, des masterclass, etc. Donc pour la personne qui dit bon bah ok c'est bien beau Cyril Blanchard, mais j'ai pas le temps de passer du temps j'ai pas le temps de pouvoir me consacrer à de la connexion avec lui, d'être en live avec lui. J'ai pas les moyens financiers, etc. Donc j'aimerais pouvoir avoir une sorte de méthodo. Donc oui, évidemment, comme j'ai écrit un livre, comme j'ai écrit des masterclass, j'apporte des choses pour pouvoir toucher un
maximum de personnes. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'en gros, ce que moi j'ai expérimenté, je veux pouvoir le partager avec le plus grand nombre. Pour autant, les personnes que j'ai en direct, tu vois, c'est des pépites à chaque fois. Et peu importe le niveau, peu importe l'histoire, il y a toujours une histoire, mais qui est juste, qui à un moment donné te transmet une émotion. Et si on va aller sur le registre des émotions, et c'est ces émotions qui nous permettent d'aller justement sur ces états-là, j'ai noté de transcendance, j'aime bien ce terme-là de transcendance. En fait, ça se passe pas dans la tête, quoi. C'est un état c'est d'âme à âme, comme on dit, quoi. Donc, à un moment donné, si je veux me connecter avec les gens qui sont en face de moi, alors de tête à tête, de cœur à cœur, de corps à corps et d'âme à âme, à un moment donné, on touche les émotions, quoi. Et donc, la sincérité, c'est aussi qui j'ai en face de moi, qui je suis en face de la personne aussi, parce que moi, du coup, mes filtres, il y en a plus, hein. Et ça, c'est pas simple, hein, de faire tomber les filtres. Donc, moi-même, j'ai fait un peu de résistance par rapport à ça, pour pas parler de tout aux gens. Et finalement, je suis arrivé à un moment de ma vie où je dis, tiens, finalement, c'est pas mal d'être congruent. C'est pas mal de raconter sa vraie vie, de raconter sa vérité, de raconter ses fêlures, d'aller dans ses zones d'ombre, de raconter tout ce qui est le côté un peu dark, finalement, qui fait que qu'on est ce qu'on est. Et que si on veut se développer, c'est pas juste vers le haut, hein, ce dépassement, aller vers le haut, se dépasser. Non, c'est aussi aller vers le bas, aller un peu dans le côté un peu sombre et finalement l'accepter, l'accueillir pour pouvoir faire germer quelque chose qui va être un bon support pour soi. Et voilà, une fois que ce support peut servir à la personne qui est en face de soi, oui, donc là pour le coup, pour répondre à ta question, après on va revenir dans une sorte de méthodo parce qu'il faut à un moment donné structurer les choses. Mais la première étape pour moi, c'est syndrome de l'imposteur. Moi j'ai été habité par ça, mais dingue, quoi. Qui je suis pour dire ça, qui je suis pour faire ça, et qui je suis pour. Puis à un moment donné, on me l'a fait tomber, c'était mon coach mental. Hein. Écoute, maintenant, arrêtons les conneries. Tu vas être le numéro 1, c'est toi qui vas battre le record, et on va le faire ensemble. Moi, j'y croyais pas. Mais comme lui, il croyait pour moi j'ai vu dans son regard, et puis pendant un an, en fait, son regard sur moi devenait mon propre regard sur moi-même. Et je me suis dit finalement, je me disais plus rien. Je vivais le truc comme si c'était presque une évidence même, en fait. Voilà. Donc, tu vois, la première étape pour moi, c'est de comprendre vraiment l'autre, comment il fonctionne, etc. Faire tomber sans jugement. Donc ça, c'est compliqué, pas avoir de jugement, écouter, tu vois, je suis quelqu'un de bavard, moi. Donc, apprendre à se taire, apprendre à poser des questions, ça j'ai énormément appris depuis 5 ans maintenant là-dessus. Et je sais pas ce que je fais avec toi là pour le coup, mais je vais terminer là-dessus en te répondant à la chose suivante finalement. Ma méthode, c'est d'apprendre à me taire. Mais pas me taire pour que la personne dise n'importe quoi. C'est la capacité de poser des questions, mais d'une force qui font que la personne en face dit je me sens libéré, tu vois, de parler de la liberté de tout à l'heure, cette liberté qui permet de vivre de façon beaucoup plus épanouie, plus heureuse, émancipée, etc. Oui, les questions sont la capacité de pouvoir amener les gens justement sur cette libération. Et quand t'entends en face de toi, c'est la one point. C'est le souffle libérateur, quoi. C'est le truc qui vient de loin et qui, c'est pas j'apprends à souffler aux gens, à respirer. Comme toi, quand tu fais ce que tu disais tout à l'heure. Mais tu vois, les gens, ils savent pas souffler, tu vois, là. Donc, tu leur apprends à libérer cette énergie, et d'un seul coup, t'entends un vrai souffle, t'entends c'est qui vient de là. Même de plus bas encore. Tu vois de quoi je parle, hein? Tout à fait. Et en parlant de poser des questions, tu animes aussi un podcast Objectif Finisher sur lequel tu as reçu des tas d'athlètes de l'extrême, d'ailleurs de tout niveau, hein, certains amateurs qui se lancent des projets de fou par rapport à leur baseline, et puis d'autres qui sont des gens hallucinants et des athlètes de haut niveau. Est-ce que tu as remarqué, après toutes ces rencontres, un point commun, quelque chose qui les relie et qui leur permet justement de devenir, pour reprendre le nom de ton podcast, Finisher? Bonne question, tu vois. Point commun. Je pense plutôt à le podcast Champion de ma vie. En fait, Champion de ma vie, c'est celui dans lequel j'interviewe des sportifs de haut niveau, pour le coup, qui sont des professionnels ou des coachs. Et là, on est vraiment dans tu vois, une recherche d'excellence. Non pas que dans Objectif Finisher, il n'y a pas une recherche d'excellence, parce que c'est plutôt le côté entrepreneurial. C'est vraiment toi, je pense, ta communauté, comment se dépasser, trouver structurer, trouver les bons outils, etc. Mais dans Champion de ma vie, là, t'as vraiment des histoires, quoi. Et c'est pour ça que je voudrais répondre plus à ta question par ce prisme-là, parce qu'on a vraiment j'ai des personnalités, des caractères, et tu vois vraiment des histoires, quoi. Et je vais te répondre à la chose suivante.
j'avais posé la question, non, ma femme, Laurence, m'avait posé la question, à force de faire des TEDx, tu vois, j'emmène sur des TEDx, enfin, on s'emmène tous les deux finalement maintenant sur les TEDx, et elle me dit, en fait, la question ultra pertinente, mais pourquoi ils ont tous des parcours cabossés? Est-ce qu'il faut vraiment avoir un parcours cabossé ou avoir eu avoir vécu des trucs douloureux dans sa vie pour pouvoir avoir quelque chose à raconter, à être inspirant et être dans ce côté rayonnement, inspirationnel, etc. Et j'avais la réponse qui me disait spontanément, putain, t'as raison, et c'était mon cas aussi d'ailleurs. Hein. Je dis, ouais, quand je fais mon parcours, putain, j'ai la réponse à ta question. Est-ce que c'est finalement la résilience, tu vois, et de la capacité d'avoir des trucs qui sont arrivés, qui sont douloureux, quoi, la perte d'approche, l'expatriation, l'exil, le, le comment dire, la maltraitance, je pense à Pauline aussi par rapport à l'inceste, tu vois, il y a des trucs vraiment fort, quoi, et qui permettent peut-être à la personne de trouver aussi une énergie qui permet d'atteindre l'excellence. Enfin, un truc de fou, tu vois. Première capitaine des Bleus en basket, Pauline Ekambi, elle a eu une adolescence très complexe, tu vois. Et ça l'avait empêché de devenir une grande sportive et ultra inspirante aujourd'hui. Et en fait, la réponse n'est pas là. La réponse, c'est pas ça. Parce que j'ai posé la question, moi, après, à Jean-François Noubel, que t'as peut-être pas podcasté, lui, d'ailleurs. Jean-François Noubel, qui est vraiment un des mecs qui m'a le plus éclairé dans mon parcours ces 15 dernières années, si ce n'est pas celui qui m'a le plus éclairé, je dirais. Et il m'a dit, Cyril, la réponse est dans la renaissance, le souffle, la capacité qu'on a, enfin, c'est sa vision à lui, en tout cas, la capacité que nous avons à renaître dans chaque souffle. La capacité que nous avons à renaître dans chaque souffle. Ça veut dire toutes les 5 secondes, je renais? Bah, il y a un peu de ça dans ce qu'il me dit, ouais. Et ça, il me l'a enseigné. Enfin, pas de ce qu'il a dit, mais il m'a enseigné de par sa façon d'être. Parce que je suis allé expérimenter la vie d'un Jean-François Noubel, qui vit sans le prisme de l'argent, qui vit sans tous les dogmes d'une société, et pourtant qui est pas déconnecté de la société. Je trouve ça assez incroyable. Et ouais, c'est la seule personne que je connaisse, Jean-François, qui, lorsque tu poses une question, la seule, hein, j'en connais pas deux comme lui. Et là, pour le coup, tu as un niveau encore supérieur, je pense, pour répondre à ta question. Tu discutes avec lui, à chaque fois, il y a un blanc. Et une réponse. Systématiquement, tout le temps, dans la vie de tous les jours, à table, en mangeant, en faisant du sport, en faisant du parapente, en faisant un podcast, etc. Voilà, c'est systématiquement, t'acceptes le fait qu'il y a un souffle et une inspiration, du coup, une réponse inspirationnelle, enfin en tout cas, bien placée, qui a une vraie valeur, ce que je ne fais pas avec toi, parce que je suis quelqu'un d'assez tac au tac. Mais pour le coup, j'aime bien cette idée d'un quelqu'un comme ça qui te calme un peu et qui t'apporte bien plus de quantité que moi je vais t'en apporter là pendant 2 heures, tu vois, alors qu'il va parler 3 fois moins de moi, si c'est pas plus. C'est prodigieux, je trouve. Bah, c'est le signe de l'excellence en réalité. Si tu regardes les plus grands sportifs, ils marquent par la sensation de simplicité qu'ils renvoient. Donc, ils réussissent des prouesses extrêmes et quand on les regarde, on a l'impression que c'est d'une simplicité sans nom, qu'il n'y a pas d'effort. Et c'est pareil d'ailleurs dans toutes les formes d'excellence ou de succès. Et du coup, tu as répondu à moitié sur ce qui les reliait et leur permettait d'être finisher. Donc, je t'emmène sur une autre question. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on s'impose tout ça? Pourquoi est-ce que on va faire des choses extrêmes? On va aller dans la douleur, repousser ses limites physiques et mentales? Pourquoi est-ce que après être arrivé de ton enduroman, tu as voulu réenquiller pour ton Summum Project, donc un Ironman qui termine en haut du Mont Blanc. Je me souviens plus d'où il partait. J'ai fait l'ascension du Mont Blanc, donc je sais que c'est un joli petit morceau. Ça doit l'être encore plus après avoir nagé et puis fait du vélo, 180 km de vélo et puis je sais plus combien de natation, 16 de natation. Non, c'est un Ironman, donc 4 km de nage, 180 vélo avec un col des Aravis et puis après 180 après les 180 km de vélo, faire l'ascension du Mont Blanc. Et alors, pourquoi?
Non, je pense avoir répondu à ta question tout à l'heure, l'air de rien, parce que la résilience, oui, je pense qu'il faut avoir vécu des choses pour pouvoir être plus costaud. Hein, c'est comme tu te casses un os, bah, il est plus dur derrière et donc plus de résilience, etc. Donc l'être humain est ainsi fait, me semble-t-il, comme la nature. Hein, tu mets une orchidée en hiver dehors, elle a l'impression que tu vas la tuer, sauf que pendant 24 heures, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réactive les racines, elle réactive un petit peu tout, et ça fait une montée de sève. Tu la remets à l'intérieur, tu la laisses pas trop longtemps, et après, du coup, ça va refleurir. Bah, je pense qu'on est un peu comme ça, hein, on est des êtres vivants, donc bah, parfois pour que la sève remonte et que l'énergie revienne, bah, il faut savoir un petit peu mettre un petit peu de contrainte, donc stresser un petit peu, mais pas trop. Donc le stress c'est bon, contrairement à ce que je disais avant, pas de stress. Si, il faut du stress, il faut juste avoir bien à quoi faire, mais bon, ça je pense que tu as des podcasts là-dessus. Et l'autre chose aussi malgré tout, c'est le souffle. Hein. C'est con, mais à vous dire ça comme ça, mais si tu sais bien respirer, bah, à partir du moment où tu mets tes bonnes postures, tes bons souffles, etc. Ok, tu le sais, t'as déjà fait comme moi des choses, t'as eu des codes des périodes de retraite, etc. Mais quand tu te regardes en permanence et que tu le fais en permanence à chaque moment de ta vie, en toutes circonstances, avec les gens, dans ton sport, etc., et ben ça va répondre à ta question pour la suite. Pourquoi tu fais ça même, Cyril, après un enduroman? Alors on m'a posé la question, mais t'en as pas assez, c'est bon, t'es obligé de refaire un truc en plus pour écrire un nouveau livre, t'es obligé de faire un truc en plus pour avoir une nouvelle masterclass, t'es obligé de faire un truc en plus pour avoir plus de clients. Les gens du digital me disaient ça. Alors, peut-être qu'ils ont pas tort. Du marketing, tu vois, c'est bon, t'as déjà tout, t'as ton storytelling, voilà, t'as dit, tu vas te faire tu vas te faire un max de blé avec ton enduroman, c'est bon, quoi, t'as pas besoin d'en faire plus. Ouais, peut-être, c'est vrai. Alors c'est mon côté de vouloir faire autre chose de différent derrière pour expérimenter de nouvelles choses, mais surtout, pour la vraie réponse, c'est que l'enduroman m'avait laissé un petit goût de pas top, quoi, parce que c'est pas une belle épreuve en soi, je la trouve pas belle, elle est pas, et tous ceux qui l'ont fait derrière, ceux que j'ai accompagnés, Lionel me disait, il a battu le record derrière moi. Lionel, il me disait, mais en fait, courir sur un national en Angleterre, c'est dangereux, les camions qui passent, traverser la Manche à la nage, ça doit être l'Everest de la nage, c'est dans le mazout, l'eau elle est froide. Enfin, il y a pas de plaisir, quoi. Enfin, pas beaucoup, quoi. En tout cas, il peut y en avoir pour certains. Moi, j'en avais moyennement, on va dire, faut être honnête. Hein. C'était pas le kiff absolu de faire cette épreuve-là. Et le vélo, pareil, tu fais sur la D1001. Pas top, quoi. Alors certes, tu pars de Marble Arch et t'arrives à Paris. Alors ça fait neutraliser tout le reste. Tu dis, putain, je suis parti de Marble Arch à Londres. Moi, ça me parlait vraiment beaucoup. J'étais allé là-bas au Nouvel An, juste avant l'enduroman pour visualiser, m'imprégner, être dans le truc, tu vois, parce que prendre les énergies, ça répond aussi à pas mal de questions, à comment se préparer. Ça, j'en parle pas beaucoup. Mais je suis allé vraiment sur tous les lieux de ce parcours. Donc vraiment m'imprégner, pas seulement pour voir le profil, tout ça, m'imprégner vraiment de cette atmosphère, de cette air, etc. Visualiser, j'y suis là, j'y serai dans 6 mois, comment ça va se passer. L'arrivée, pareil. Donc, tu vois, l'arrivée à l'Arc de Triomphe, c'est quand même assez magique, ça, faut dire ce qui est quand même. Mais c'est des photos, tu vois. Et si tu refais toute l'histoire, image par image, il y a des moments où tu dis ça, je m'en serais bien passé quand même. Donc je m'étais dit, si je devais refaire un truc, je le ferais différemment et je ferais un truc encore un peu, tu vois, dans le genre un peu de quête de sommet. Et là, on m'a dit, mais Cyril, faire un truc au sommet du Mont Blanc, on a quand même un des plus beaux sommets en Europe, au monde même, avec Chamonix qui est la mecque du trail en plus. Donc j'ai dit, bon, bah allez, et j'ai commencé à m'imaginer, j'avais plein de trucs en tête, ça partait de Marseille, parce que Marseille c'était le point zéro de l'Europe, hein, le niveau zéro de l'Europe, c'est le Marais-Graphe à Marseille. Donc je me dis tiens, pourquoi pas faire le zéro au sommet d'Europe, c'était un peu long, et ça c'était pas assez sport pour moi. Donc j'aurais pu faire ça, mais non, je me suis dit bah tiens en 2019 ou 20 je crois, non bah ce sera un Ironman, sommet du Mont Blanc, et là pour le coup un beau lac, pas de mazout, pas de carburant, etc. Il y a personne sur ce lac dans le Jura. Tu fais le parcours vélo, tu te fais un truc super sympa, tu passes par le col des Aravis, là tu as la vue sur le Mont Blanc, tu waouh, t'en prends plein les mirettes, et tu sais que tu dois redescendre pour arriver à Saint-Gervais, et là tu sais que t'as une ascension, tu pars en mode trail, parce que jusqu'à Nid d'Aigle, ça passe bien. Mais tu marches, hein, tu trottines un peu, tu marches, tu prends les bâtons, tu tires, tac, et puis après, bah tu commences là tu te mets en mode alpi, et après t'as tes trousses, et après t'as le goûter. Alors là, le goûter c'est dangereux, évidemment il faut un guide, hein, donc moi sur cette épreuve-là, j'étais avec un guide pour l'ascension finale, et puis bah après, bah t'es au bout de ta vie, t'as fait ton Ironman et il te reste encore, t'es à 4000 mètres d'altitude, il t'en reste 800, et là tu commences à compter les mètres et les minutes, et t'es en hypoxie, t'as plus d'oxygène, t'as le mal de l'altitude après tout ce que tu t'es fait avant. Et franchement, là, je peux le dire. Tu vois, l'enduroman, j'étais content de l'avoir fait, hein. Mais là, le summum, je me dis putain, ouais, je suis très fier d'avoir fait ces trucs-là parce que je l'ai inventé. Et c'était vraiment l'histoire que j'avais envie d'écrire. Tu vois, un truc vraiment et qui soit beau, quoi. La beauté de la montagne, la beauté de la France, la beauté de nos environnements, et de faire un truc vraiment qui vibre au plus profond de moi. Et quand j'arrive au sommet là-haut, je dis putain,
Et je m'étais dit, en plus, comme je suis un challenger, vous l'avez compris, bah, malgré tout ce qu'il dit, il est bien gentil le coco, parce qu'il est il est quand même compétiteur, hein. Oui, je me renie pas, et je voulais faire en moins de 24 heures. Tu vois, histoire de rajouter un petit peu de trucs pour pas m'endormir, entre guillemets, dans l'ascension du Mont Blanc, dire, bon, bah, c'est bon, quoi, tu arrives tranquille, quoi. Non, non, je l'ai fait en 23h41, je crois. Voilà, donc, maintenant, il y en a d'autres qui vont le faire. Là, il y en a un qui l'a fait l'année dernière. Bon, malheureusement, il a pas réussi. Il y en a un qui le refait au mois de juillet, là, Tristan Goulven, que je te recommande de podcaster d'ailleurs, qui est un mec génial, champion du monde d'ultra triathlon et qui est un Français aussi d'ailleurs. Donc, en France, on aime bien l'ultra endurance. On aime bien se faire mal quand même, hein, mais on en tire pas mal d'enseignements. Donc, je trouve qu'en France, franchement, voilà, toi, tu le disais, on a un beau pays, on a des belles régions. Quand on part à l'étranger et qu'on revient, c'est toujours un plaisir de revenir chez nous dans notre belle patrie, tu vois. Et puis, bah, en fait, cette épreuve-là, ouais, moi, je pense qu'elle incarne tout ça, quoi. C'est ce que je voulais, quoi. Donc, les mecs qui viennent là-dessus, ils disent, ouais, putain, mais il y a pas besoin d'aller faire un truc au bout du monde. En fait, en France, chez nous, on a des trucs bien. Et puis, comme on a plein de sportifs inspirants, bah, qui viennent se chatouiller sur le summum, ça, ils vont se faire plaisir. Ouais, en tout cas, les couleurs de la façon dont tu le racontes n'ont rien à voir avec l'enduroman. Je contraste exprès. Ouais, non, mais c'est sympa, c'est inspirant. Et après, ceci étant, j'imagine la difficulté de la redescente après avoir atteint le sommet du Mont Blanc. Parce que moi, sans m'être tapé le vélo et la natation avant, quand tu arrives en haut, t'as une telle parce que malgré tout physiquement c'est quand même éprouvant, surtout avec l'altitude, le manque d'oxygène, etc. Et puis t'as la beauté est incroyable et te transperce de part en part. Et puis après en fait ça y est, t'as fait ton exploit, donc la redescente elle présente aucun intérêt, et donc et t'as 2 heures comme ça ou 3 heures, je sais plus, même un peu plus d'ailleurs après le goûter, mais 2-3 heures pour arriver au goûter, quoi. Et donc j'imagine que c'était peut-être la partie la moins agréable, la plus dure de l'exploit. Oui, j'ai un retour au goûter. J'étais dans une forêt, puis arrivé au goûter, je sais pas ce qui s'est passé d'un seul coup. J'étais rattrapé par les nausées. Ouais. Et là, pas bien, quoi, d'un seul coup. Ça a pas duré longtemps. Bon, tout est sorti et ça allait mieux après. Et puis ouais, la descente, ça tire sur les quadris, quoi. T'as les muscles qui tapent, etc. Donc là, en fait, faut pas se dire que l'aventure elle se termine là-haut, quoi. Ouais, c'est ça. Donc après, faut retourner en bas et puis avec tes propres moyens, quoi. Il y a pas, tu vois, on a vu suffisamment de trucs moches au haut du Mont Blanc pour que moi, sur cette épreuve-là, je fasse n'importe quoi et que je laisse mes détritus. Enfin, ça, il y en a qui ont laissé un aviron. Enfin, il y en a qui montent là-haut et qui se font appeler en hélico après aussi pour qu'on vienne les chercher parce qu'ils ont tout donné et qu'après ils sont morts. Donc non, moi je veux pas un hélico qui vienne me chercher là-haut et je veux que personne. Non, faut rester un peu responsable, éco-responsable aussi dans cette démarche-là. Donc c'est aussi il y a une éthique. Donc moi je tiens quand même pas mal à ça et pas faire du sport n'importe comment. Je m'éloigne un petit peu depuis pas mal d'années des courses de masse, sans les dénigrer, parce que franchement, il y a de la sécurité, il y a de l'assistance, il y a tout ce qu'il faut pour faire du sport dans des très bonnes conditions. Pour autant, voilà, aujourd'hui, on a la possibilité de faire des choses en off, d'avoir des beaux parcours. On l'a vu pendant le confinement, des personnes qui se faisaient des traces, tu vois, des 24 heures de D+, enfin, ce genre de choses. Et ça, je trouve c'est sympa parce qu'aujourd'hui, ça donnait des idées aux gens et qu'on n'est pas obligé de porter un dossard pour pouvoir vivre une épreuve de dépassement de soi, tu vois. Même si l'UTMB fait rêver, même si un Ironman fait rêver, on peut se faire des choses en off aussi. Bon, moi, j'aide les gens à finir ce genre d'épreuve parce que quand même, c'est vrai que quand tu dis, quand tu franchis ta ligne d'arrivée tu fais ton premier Ironman, waouh, c'est un moment incroyable, quoi. Donc, il y a plein de gens qui rêvent de ça et je peux le comprendre. Donc, moi, j'aime, voilà, et pour le coup, pourquoi tu fais ça? Moi, j'y reviens toujours, quoi, cette question-là. Parce que si c'est faire un Ironman et tirer à la gueule à la fin, j'ai pas fait ma perf et tout, ça m'intéresse pas. Par contre, voir des gens qui ont le smile, avec les enfants qui sont fiers, la famille, les machins et tout, et qui en tirent plein d'enseignements. Et moi, j'ai une belle communauté, tu vois, on se fait des échanges avec la communauté une fois toutes les 2 semaines. Et quand il y a des retours d'expérience, des partages, excuse-moi, mais enfin, excusez-moi tous les auditeurs, mais pour vous dire aussi un peu la magie du sport, je pose souvent la question à ma communauté, aux gars, mais pourquoi t'as pas abandonné, tu vois, t'as fait ton truc, ton machin, ton marathon à Tokyo, et toi t'as fait ton Ironman, et à un moment donné on sent que t'étais pas bien, t'as pas abandonné, qu'est-ce qui s'est passé? Et des réponses très assumées, et ça je trouve ça génial. Souvent la réponse que j'ai, mais attends, l'orgueil. Waouh, comment tu peux dire ça? Non, bah ouais, l'orgueil à un moment donné. Je peux pas abandonner, j'ai de l'orgueil, et merde, éteins. Non, j'abandonne pas, ça c'est la première chose, et la deuxième chose, mais ouais, ok, d'accord, donc c'est pour toi. Bravo pour ton ego. Et c'est très bien. C'est très, très bien. C'est qu'est-ce que t'en fais après. Mais en fait, la deuxième réponse que j'ai aussi, et ça, c'est trop le kiff, c'est, non, mais je pensais à vous, les gars, la communauté.
Jamais pour vous, j'abandonnerai. Et tu vois, la force du groupe, ça tu le connais dans les masterclass, les cerveaux collectifs et tout. Et vous le savez, faire du truc collectif, c'est ce qui dépasse, quoi. Et là, le truc t'appartient même plus. Tu fais ton truc, à la fin, tu dis, putain, je l'ai fini, je suis content, mais je suis même pas content pour moi, je suis content de le partager avec les autres. Donc voilà, l'excellence est dans le partage. Donc le cerveau collectif marche vraiment beaucoup pour pouvoir aller au bout de ses projets. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à critiquer l'ego et à plusieurs égards, on a peut-être raison, mais c'est aussi un moteur extrêmement puissant qui nous permet de réussir de grandes choses. Et pour moi, c'est aussi un driver, surtout sur des courses de ce type-là. Et je sais que justement, par ego, enfin, jamais j'abandonnerai. Tu sais, j'ai pas de grosses capacités de base sportive. Par contre, je pense que j'ai un ego suffisamment fort que pour ne jamais abandonner, sauf à y être contraint, tu vois. Et c'est un peu une certitude, tu vois. Et en plus, petit à petit, ça devient un ancrage. Un ancrage, j'ai cette croyance ressource qui est auto-réalisatrice et prophétrice. Je termine sur ces courses épiques avec le marathon des sables. Ça serait long de toute façon de regarder tout l'étendue de tes aventures, mais celle-ci m'intéresse aussi parce que je me suis engagé dans Beyond Ultimate, c'est 4 ultra trails en autonomie dans le désert, le cercle polaire arctique, la haute altitude et la jungle amazonienne. Et donc je fais le désert de Namibie au mois de novembre. Et je me demandais si tu avais des conseils, des recommandations suite à cette première expérience au marathon des sables à me partager. Je vais faire de mon casquette verte, tiens. J'ai plein de conseils à te donner, mais à la fin, quand j'aurai donné tous mes conseils, oublie-les tous. J'aime bien ce tempérament, tu vois, de se dire à un moment donné, de toute façon, finalement, c'est ton expérience qui sera ta meilleure, ta meilleure arme pour la suite. Donc, sur le premier, forcément, qu'est-ce qui fera que tu vas le terminer? Bien appréhender le facteur météo et tout. Mais moi, je vais répondre à ta question par la question que tu m'as posée justement, qui est le marathon des sables. Je l'avais pas préparé parce que volontairement. En gros, je m'étais dit, je fais une préparation assez light pour voir ma capacité à pouvoir réagir intelligemment quand les problèmes vont arriver. Sachant que je peux avoir des problématiques de chaleur, de sous-hydratation, des problématiques, donc tout ce qui est la nutrition, hydratation, des problématiques matérielles. J'ai oublié un truc, j'ai un truc à péter, etc. Après physio, donc les ampoules aux pieds, etc., etc. Donc j'avais fait le minimum syndical, on va dire, d'autant plus que je le faisais avec ma femme Laurence, et c'est elle qui avait pu se préparer. Donc elle pour le coup, ta ceinture bretelle, donc trop d'ailleurs, parce que du coup elle était trop chargée et qu'elle malheureusement elle a abandonné au 3e jour, pas parce que c'était trop dur, elle avait des problèmes gastriques, et pour le coup j'étais à côté d'elle et elle avait des vrais problèmes gastriques. Je pense qu'à sa place je me serais peut-être même arrêté avant d'ailleurs, mais voilà, donc et ça à un moment donné, est-ce qu'elle aurait pu dépasser le seuil de ce seuil-là? Je pense que oui, parce que finalement, le 3e jour, quand elle abandonne sur le PC de course, finalement, ça avait peut-être pris une demi-heure sous perfusion, parce que tu as droit, hein, quand t'es pas bien sur le marathon des sables, de te mettre sous perf, et c'est pas un signe d'abandon, puisque ça peut aller très vite, et une demi-heure après, t'es pas requinqué, mais ça va nettement mieux, ta santé n'est pas en péril. Donc peut-être qu'elle aurait pu continuer. Revenons sur moi j'ai continué en fait, pour le coup, que avec mon orgueil, ma hargne, mon désespoir, parce qu'en fait j'étais vraiment triste que Laurence s'arrête. Moi je voulais finir avec elle, donc c'était vraiment, je chialais sur l'épreuve, la 3e étape, j'ai fini la mort dans l'âme, quoi, et j'étais pas bien en plus. Le lendemain il y avait l'étape longue, 90 km, donc je me voyais vraiment pas la finir, j'étais pas très bien, hein. J'avais des problèmes gastriques aussi, donc je pouvais plus rien manger, donc j'avais pas les mêmes problèmes qu'elle, mais je pouvais plus manger. Puis en fait tu prends les choses tel que ça vient, et dans la nuit, au bout de 70 km, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là dans le sable, je m'enfonce dans le sable, je recule, j'avance, je recule, etc. Je suis sur un timing qui est complètement loin de ce que je serais capable de faire normalement, et tu dis mais ça sert à quoi, tu vois. Et finalement je l'ai fini, et puis le dernier jour, donc j'étais pas bien, hein. Le 2e jour j'étais pas bien, le 3e jour j'étais pas bien et triste, et le 4e jour j'étais bon, j'avais fait un peu accepter l'idée que je le finirais tout seul et que j'allais chercher la médaille aussi pour Laurence, mais c'était pas ce qui était prévu. Et puis le 5e jour, donc c'était un marathon, la dernière étape, et là je sais pas ce qui s'est passé. Je me réveille, j'étais bien, mais bien.
Puis voilà, je prends l'épreuve, je démarre et tout, bon rythme, je laisse partir les gars, et puis j'en reprends un, j'en prends deux, j'en prends trois, je me retrouve premier. Alors, sachant qu'il y avait la première vague, c'est ceux qui étaient les moins bons, on va dire ça comme ça, et après tu avais une deuxième vague qui partait avec les 100 premiers, je crois de mémoire. Et donc là, en fait, mais je fais la course tout seul longtemps, quoi. Et puis d'un seul coup, je vois les deux Marocains qui passent là, alors que j'étais aux deux tiers de la course, tu vois, donc j'étais vraiment bien, quoi. Et je vois même Mathieu Blanchard qui me passe et tout. Allez Cyril et tout, on se connaît un petit peu, donc il m'encourage et il l'encourage et puis il reste un petit peu avec moi. Il me dit fais gaffe là parce que dans les prochaines dunes, on va être un peu, il y a pas de pendant un certain temps, il y a pas de balise en fait. C'est là tu le fais sans, enfin t'as pas les balises, donc c'est à toi de t'orienter. Et je savais pas ça, je m'étais pas préparé, tu vois. Donc il y a plein de choses que j'avais pas préparées tout au long de ces épreuves. Et là encore une, et celle-ci était super significative parce que là, ah bon. Et je découvre ça, et puis en fait, j'avais rien, j'avais pas de boussole, j'avais rien pris, enfin, je l'avais pas sur moi. J'avais complètement merdé. Je dis, mais comment je vais faire? Et ben là, véridique, je me retrouve dans ces dunes rouges, là. Donc Mathieu avait filé, hein, il était loin devant. Je me retrouve dans ces dunes et tout. Putain, mais c'est quoi où je dois prendre et tout. Il y a un mec de derrière qui me redouble, et lui, pour le coup, il était dans la même vague que moi. Tiens, un espagnol, on commence à baragouiner et tout, et ah non, on se voyait au loin, entre les dunes et tout, et ouais, ça fait lui par là, et moi je dis, non, par là, et puis je sais pas, je commence à me fier un peu à mon instinct, mais vraiment, quoi. Là, t'as pas d'autre choix. Tu te fies à ton instinct, t'écoutes pas les autres, écoute ta petite voix intérieure, elle te dit ça, vas-y, c'est là, reprends le soleil, plop, 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 la logique, essaye de voir au loin si tu as pas le PC de contrôle, va sur une dune là plus haut, toc, tu vois rien, oh bah il y en a une autre plus haute là, va sur la dune encore plus haut, et tac, toc, j'y vais un petit peu avec un peu de bon sens, tu vois. Et en fait, d'un seul coup, je vois le point de contrôle. Poum, j'y vais, j'arrive, bien. Et là, les gens, waouh, trop bien, Cyril et tout. Il me fait faire marquer mon nom là-dessus, comment se fait qu'ils me connaissent et tout. Et en fait, j'avais doublé Mathieu Blanchard dans les dunes, c'était perdu. Je m'étais retrouvé, en fait, troisième de l'étape. Alors, troisième, évidemment, t'as compris, hein, pas troisième à la finalité parce que j'étais pas parti par les premiers. Enfin, j'étais parti par les premiers, mais j'étais pas les premiers. Oui, Bref. bien sûr. Et en fait, là, tu vois, à un moment donné, ce grand moment de solitude où t'es pas bien, où tout échappe, bah c'est là que tu te dis finalement, fais confiance à ton côté animal, on y revient, et fais-toi vraiment confiance, quoi. Donc prépare bien ton truc, évidemment, fais tes visualisations, fais tout ce qui va bien, et à un moment donné, dis-toi qu'il y a une part de hasard qui n'est pas si hasardeuse que ça. Ok, cool. Écoute, merci pour ce partage et puis en même temps de nous avoir fait vivre un petit peu de cette aventure. Et désolé pour ta femme qui, j'espère, aura une nouvelle occasion de prendre sa revanche. On a démarré ce podcast avec ta routine matinale. Tu as parlé, tu as partagé pas mal de choses au cours de notre conversation. Est-ce qu'il y a d'autres hacks que tu vas utiliser aujourd'hui et que tu utilises généralement dans ta journée et qui te permettent d'exprimer ton plein potentiel? En fait, je suis dans une démarche aujourd'hui qui est plutôt inversée, hein. J'arrive à 50 ans, je vais fêter mes 50 ans là dans quelques jours. Joyeux Je me dis anniversaire. en fait, bientôt, je me dis, plus t'approches de la fin de ta vie, plus t'as envie que ça se calme, moins t'as envie d'en remplir, plus t'as envie de passer ton temps sur des choses simples. Et quand je vois les personnes âgées, tu vois, qui prennent du temps avec leurs petits chiens, bah justement, ils se connectent avec le monde animal, tu vois, qui satisfait, qui laisse passer le temps, tu vois. En fait, ce que je me dis, c'est ma réflexion du moment, c'est moins tu remplis ta journée, plus t'as l'impression que ta journée est longue. Enfin, et je me dis, c'est pas con cette histoire, parce que si mes journées me paraissent longues, peut-être que ma fin de vie arrivera plus loin, beaucoup plus tard, plus tard, tu vois. Alors que les années d'avant, celles derrière moi, fallait que je remplisse un max, tu vois, pour dire, putain, la vie elle est trop courte, vas-y mec, remplis, t'as ta bucket list, faut en faire des tas de trucs. Mais en fait, j'ai la chance. Alors oui, on me le dit souvent, tu vois, maintenant, putain, Cyril, mais quand même dans la bucket list, putain, t'as coché toutes les cases que moi j'ai pas encore causé, j'en ai pas fait 5-10%, tu vois. Alors ouais, c'est vrai, du coup, j'ai pas perdu mon temps. Mais si c'était à refaire, je ferais tout différemment, évidemment. Enfin, tout dans la manière de processer les choses. Absolument aucun regret sur ce que j'ai fait. Mais j'aurais peut-être pu en faire encore davantage pour arriver à 50 ans en me disant, ouais, mais quand même, j'aurais pu faire un truc comme Mike Hunt, tu vois, faire une aventure, machin, truc, etc., que je n'ai pas faite. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Et surtout, est-ce que le temps qui me reste à vivre, tu vois, j'ai encore pas mal d'années, j'espère bien vivre jusqu'à plus de 100 ans et en pleine santé d'ailleurs, hein. Mais avec le sentiment que le temps passe moins vite. Et le temps est passé tellement vite voilà, ces 50 premières années que voilà, je voudrais quand même que les 50 prochaines, j'apprécie un peu plus les choses, que je me reconnecte avec des choses que j'ai peut-être négligées, et pas forcément dans les lectures, tu vois, j'ai beaucoup lu, hein, tu vois, le mindset de l'entrepreneur, j'ai ma bibliothèque, j'ai énormément lu, là je me suis calmé un peu, tu vois, le 3 bouquins par mois, ça va quoi.
c'est déjà bien, quoi, Cyril. Voilà, donc je sais pas comment vous expliquer autrement mon obsession du moment ou mon envie du moment d'être un peu plus calme, apaisé. Et quand je suis arrivé dans le Jura il y a 4 ans, je m'étais dit je veux un endroit paisible et je l'ai trouvé. Et en fait, ce côté paisible, je lutte un petit peu contre, tu vois, contre ce que tu disais tout à l'heure. Je suis rattrapé un petit peu partout, donc je lutte encore un peu pour ça, mais beaucoup moins aujourd'hui. Et le fait de ne plus lutter, me permet d'avoir une vraie énergie sur ce temps-là, cette maîtrise du temps et enfin cette maîtrise, ce temps qui passe. Voilà, c'est pas cette maîtrise du temps, c'est de pouvoir apprécier le temps qui passe. Et quand j'avais 40 ans, pour mes 40 ans, il y a un copain qui m'a dit, Cyril, pourquoi tu prendrais pas le temps de regarder un peu les fourmis? Qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai pas le temps de regarder les facs, ça fout. Et aujourd'hui, ouais, j'avoue, je regarde les fourmis, je regarde la nature, je regarde les bestioles, je m'arrête, je fais du paddle, tu vois, je regarde les trucs sous l'eau. Voilà, j'accorde du temps pour ces choses toutes bêtes, toutes simples, quoi. Et ça m'apporte énormément d'énergie, de ressources, et ça me permet, soyez rassurés, ça me permet d'être bien plus productif, je suis sûr, aujourd'hui que je l'étais à 40 ans, mais différemment. Ouais, tu sais, sur cette notion de faire moins de choses dans ses journées, elles paraissent plus longues. Je suis pas d'accord avec toi, mais pour autant, après, je vais te rejoindre dans le sens où, tu vois, par exemple, il y a des études qui ont été faites pendant le confinement et qui ont demandé aux gens qui, du coup, avaient tout d'un coup plein de temps à disposition, eh bien, ils avaient tous une perception du temps qui était beaucoup plus longue. Donc, comme si les journées passaient plus lentement. Mais par contre, a posteriori, si tu leur demandes de se rappeler des choses pendant cette période, eh ben, ils l'ont quasiment oublié. Donc, il y a quelque chose qui est assez paradoxal et on remarque la même chose chez les personnes en EHPAD où ils ont l'impression que leur journée dure extrêmement longtemps et pourtant, ils s'en souviennent pas. Je parle pas d'Alzheimer là, mais ça a plutôt attrait à la densité des émotions que tu vis. Et donc, je pense qu'il est important dans ces journées justement d'avoir de vivre des expériences, de vivre des émotions et voilà. Et donc vivre lentement entre guillemets. Tu vois, j'ai plutôt l'impression que le fait d'avoir des journées bien remplies, mais dans le sens densité plutôt que productiviste, ça permet de vivre 2 fois plus longtemps parce qu'elle compte double entre guillemets. Mais pour autant, je te rejoins tout à fait et je sais que c'était plutôt ça ton message sur la notion de prendre le temps d'apprécier, de contempler. Moi, j'ai longtemps traversé mes journées sans les voir passer. C'est encore un peu le cas, mais de moins en moins. Tu vois, je me soigne petit à petit. Et d'ailleurs, à cet égard, ma fille est un excellent maître parce que si on va se promener dehors, pour elle, le point d'arrivée n'est absolument pas l'objectif. Le chemin est sa propre sa propre récompense. Et donc, tu peux mettre 1 heure à faire 1 kilomètre parce qu'elle s'est arrêtée 10 fois pour regarder la fleur, le papillon, le truc, le machin. Et alors que toi, tu te dis, mais putain, moi j'ai envie d'arriver 1 kilomètre plus loin, tu vois. Et donc, petit à petit, elle m'apprend la patience et c'est tellement beau d'avoir s'émerveiller comme ça devant le monde qui nous paraît et la nature qui nous paraît banale à force de la voir tous les jours. Puis tu parlais tout à l'heure de TikTok, etc. Et en réalité, on est biberonné du matin au soir avec des trucs spectaculaires, ce qui fait que le trésor d'ingénierie d'une fourmi dont tu parlais, une simple fourmi, c'est quand même dingue, tu vois, que ça puisse fonctionner, etc. Pour que la fourmi, elle puisse marcher, il y a des millions de réactions biochimiques qui se passent à chaque seconde pour lui permettre de coordonner ses pattes, etc. Donc ça, c'est à l'échelle de la fourmi. Et puis si tu regardes à l'échelle de la colonie, les systèmes d'organisation, etc. Enfin, c'est un truc de dingue, tu vois. Et pour autant, qu'est-ce qu'il y a de plus banal qu'une fourmi à côté d'un mec qui fait ce même project et qui finit en haut du Mont Blanc après avoir fait un Ironman. Donc bien évidemment, je suis admiratif et je trouve hyper inspirant l'exploit que tu as réalisé. Hein. C'est pas du tout pour le minimiser, mais simplement pour remettre un petit peu en perspective la façon dont on a tendance à traverser nos journées. Et je t'ai cité tout à l'heure mon expérience avec le yoga Tumo. Et dans ce contexte-là, on fait notamment une assise dehors. Il fait -10 dehors, le soleil n'est pas encore levé, tu es assis dans la neige, tu te l'écailles. Pendant 55 minutes, tu es comme ça. Et sur les 5 dernières minutes, il y a le soleil qui se lève derrière les montagnes. Et là, je peux te dire que tu en apprécies toute la saveur et le moindre rayon. Et ça te permet vraiment, tu vois, par biais de contraste, de reprendre conscience de la chance qu'on a d'avoir un ciel bleu, d'avoir du soleil, d'avoir des nuages, des saisons, etc. Et c'est des choses qu'on oublie parce que par biais d'habituation, par facteur d'habituation. Mais ça fait du bien parfois de s'en souvenir. J'aurais juste apporté un truc par rapport à ça, du coup.
Euh, on connaît les bénéfices de ce que tu viens d'exprimer, notamment aussi de se mettre dans des bains d'eau froide en immersion, hein. Donc moi j'étais assez fan de ce genre de pratique. Je le suis toujours d'ailleurs, hein. J'adore me mettre j'ai toujours une piscine, enfin une piscine, attention, hein. C'est un truc de chez Jiffy, un spa de chez Jiffy. Mais j'ai ça toujours en permanence toute l'année. Et l'hiver, je me challenge un peu là-dessus pour des bains qui vont durer 30 secondes au début, tu vois. Mes potes, ils mettent le pied dedans, ils disent mais t'es malade, ils ressortent en courant, oui, parce que t'accueilles pas, enfin tu et ton communauté connaît ce truc-là, hein. Mais moi j'y reste 15 minutes. Alors c'est pas un exploit en soi, c'est pas une finalité, mais parce que j'y suis bien finalement, et 15 minutes c'est quoi la chaîne du vie. Et après c'est vrai que je vais apprécier d'autant plus, comme tu dis, le soleil tout à l'heure, hein, la température ambiante, les sensations que tu vas avoir derrière tout au long de ta journée. Et donc la question qu'on peut se poser, on a pas mal tourné autour de ça tous les deux sur cette conversation, c'est finalement est-ce qu'on a besoin de souffrir, de se mettre son corps sous stress pour pouvoir apprécier après la naturalité des choses. Moi, c'est ce que j'apprends aujourd'hui pour moi-même, hein, je parle pas les gens avec que j'accompagne, je parle pour moi. C'est à apprécier cette naturalité des choses et ces émotions, parce que tu parles d'émotions et je suis tout à fait raccord avec toi. Ne pas banaliser des émotions du quotidien et chaque jour pour moi est à réinventer avec ma femme. Tu vois, moi c'est mon exploratoire, ma femme et moi, hein, c'est enfin notre couple. Euh, tu m'as demandé ma routine du matin. Je t'ai répondu. Ma routine du soir, et alors celle-ci, là je vais pas l'avoir pendant 3-4 jours, je pars en stage, j'emmène des gars en stage, mais je sais que j'ai pas ma routine du soir, et c'est comme ma routine du soir, c'est me retrouver dans cette émotion, cette connexion avec ma femme, mais pas banalisée, tu vois. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, il est hors de question pour moi que les 20 prochaines années, jusqu'à la fin de ma vie, tu vois, je banalise ces moments-là, quoi. Alors oui, des moments dans la journée, je vais la regarder de travers. Oui, des moments dans la journée, je vais avoir un mot déplacé. Oui, des moments dans la journée, je vais pas être tendre, etc. Mais si notre couple y tient, et moi c'est mon principal défi de ma vie, comme tu l'as très bien dit, un summum, un enduroman, et que ça c'est rien pour moi à côté de ce challenge qui est de faire une vie pleine d'émotions avec ma femme, quoi. Donc alors, je dis avec ma femme très égoïstement, sans parler des enfants, mais on a des enfants, hein. Mais pour moi c'est si j'arrive à ça avec elle, et si elle est avec moi, parce que pour le coup c'est un défi qu'on s'est fixé tous les deux, je pense que tous les gens autour de nous qui le sentent et qui le voient, ça transpire, tu vois, ça pue l'amour tout ça. Bah ouais, mais carrément qu'on pue l'amour. Et J'adore. je veux que vous nous sentiez tous puer l'amour, mais à des kilomètres, tu vois. J'adore. Parce que moi je pue l'amour avec ma femme, et ouais, et quand je fais mes conférences en entreprise, à la fin, j'ai une question, si vous retenez qu'un mot, ils disent tous ces couillons, l'amour. J'ai dit putain, mais ouais, l'amour. Donc ouais, moi tu vois, c'est un peu voilà, c'est le truc qui m'anime, c'est de vivre très très heureux avec elle et des choses très très simples, quoi. Très très simple, pas besoin d'un summum ou de l'amener de faire un marathon des sables pour être heureux tous les deux et d'avoir une belle vie, quoi. Et tu vois, et en même temps, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, mais peut-être que c'est grâce à ce summum ou à cet enduroman que tu es capable d'avoir cette conscience-là et de mettre autant d'intensité dans ta relation avec ta femme. Et je vais encore une fois parler de Serge Rotelli, qui a été mon guide de haute montagne, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Et je me souviens notamment, pour le coup, en descendant du Mont Blanc, où on a été manger le déjeuner le midi dans un restaurant où travaille sa femme. Il a 67 ans. Il a 67 ans, il arrive dans le restaurant, c'est l'heure de pointe, le coup d'envoi, il y a plein de gens dans le restaurant, il est bondé, elle est en train de servir. Il la prend dans ses bras, il l'embrasse avec une fougue que j'ai rarement vue chez des jeunes adolescents de 20 ans. Il l'a fait tourner au milieu de tous les clients dans le restaurant. Enfin, voilà, ça pue l'amour aussi et c'est intense, tu vois. Il vit vraiment, quoi. Et tu vois, et je te parlais de cette perception du soleil, mais c'est la même chose quand t'as marché 10 heures en montagne. Et le luxe, on parlait de luxe tout à l'heure, le luxe ultime, c'est la soupe avec un peu de fromage et 2-3 croutons de pain que tu manges dans le refuge. Parce que voilà, parce que t'as connu la souffrance et l'adversité, et à force de vivre des vies trop confortables, je pense que d'une part, on est plus stressé, et en plus de quoi, on profite de moins en moins des choses. On a besoin, tu parlais tout à l'heure des voitures, etc. Mais c'est un peu une fuite vers l'avant, justement, parce que notre quotidien est plus suffisamment satisfaisant, et c'est une course vers l'avant où en fait tu t'habitues au luxe et t'es obligé d'en avoir toujours plus, de consommer toujours plus entre guillemets pour essayer de compenser ce manque d'émotion, ce manque d'intensité dans ta vie. Et t'as terminé en parlant de tes enfants, et justement ça m'amène à la dernière question que j'ai envie de te poser, et qui fait bien écho en plus à ce que tu m'as dit au début quand tu me disais que tu t'inspirais des anciens et des leçons qu'ils avaient à nous transmettre. Alors si tu avais une leçon de vie à transmettre à tes enfants, quelle serait-elle? Là, spontanément aujourd'hui, là comme ça, je dirais
un truc assez banal, quoi, mais kiffer, quoi. En fait, je suis assez fier de nos gamins parce qu'en fait, déjà d'une, il y en a aucun qui fait du sport, tu vois. Ils ont jamais adhéré au truc, c'est vraiment pas la passion. J'aurais pu leur imposer, etc. Ou, enfin, je sais pas, transmettre un truc et tu vois, c'est pas du tout. Alors peut-être que tu viendras plus tard, j'en sais rien. Mais moi j'ai Mathieu ma grande, Montaigne ma grande, je vais y arriver. C'est Montaigne Mathieu, vous l'avez compris. Montaigne, elle est écrivain, donc elle est auteur, tu vois. Donc dans la rubrique kiffe et fais ce que tu as envie de faire, je suis heureux pour elle, quoi, qu'elle vive, tu vois, enfin qu'elle vive, en tout cas qu'elle croit dans sa passion, dans sa flamme intérieure. Mathieu, il est musicos, il fait du tatouage, tu vois, des tatoueurs. Donc, tu vois, genre les clichés, tu vois, on les a mis dans une matrice, hein, forcément, comme tout le monde. Tu fais ton école primaire, machin, etc., tes études secondaires. Puis à un moment donné, kiffe, quoi. Et mon fils, il dit, moi, je veux vivre de ma passion, tu vois. Putain, j'ai envie de lui dire, en même temps, assure un peu le minimum, tu vois, construis des choses, des bases solides, au moins les fondations, tu vois quoi. Et puis Anthony, lui pour le coup, qui était le plus créatif quand il était gamin, le plus exubérant, bah c'est lui qui est un peu plus rangé entre guillemets, parce qu'il est dans les finances, tu vois. Lui, il est vraiment dans la gestion des patrimoines, de la financiarisation, donc tu vois, donc lui, il est très très cartésien, mais ils ont tous suivi leur propre, tu vois, leur propre chemin. Et ça, voilà, je pense que c'est une fierté qu'on peut avoir avec Laurent, c'est comment on leur a transmis cette envie de faire ce qu'ils aiment faire, quoi. Bon, bah c'est super, tu vas pouvoir enfin prendre soin de ton patrimoine à défaut de l'avoir fait plus tôt. Ouais, avoir une maison, tu vois, ça nous met à l'abri de beaucoup de choses. T'as ton assurance sur ta maison et déjà rien que ça, c'est déjà le minimum. Et voilà, donc ça c'est le premier conseil qu'on m'avait donné et j'ai au moins appliqué celui-ci. Voilà. Cyril, un grand merci pour tous ces partages, cet échange riche. On a parlé de plein de choses, c'était super, je me suis régalé. Si on veut te suivre, on te retrouve sur ton site, pardon, Cyril Blanchard. Tu as aussi 2 podcasts, Objectif Finisher et Dans la tête des champions. Champion de ma vie. Champion de ma vie, pardon. Ouais. Donc je mettrai de toute façon, je mettrai de toute façon tous les liens dans l'article lié. Et tu parlais de masterclass. Donc moi si je suis athlète amateur, que je prépare un gros projet, il y a potentiellement une masterclass qui peut m'aider à me préparer mentalement pour y arriver. Bon, la masterclass, c'est surtout, tu vois, j'ai envie de faire un marathon, enfin, en fait, c'est faire son défi sportif sans abandonner, évidemment, évidemment. On n'aime pas abandonner, hein, donc donner les clés pour ne pas abandonner, parce qu'il y a 40 000 raisons qui vont te permettre de me faire dire à un moment donné stop. Donc, comment dépasser ce stade-là sans mettre au péril sa santé physique, psychologique, et sociale et familiale. Voilà, donc ça aussi, c'est d'arriver à la fin avec un maximum de plaisir, la banane et puis tout le monde autour qui est là pour faire la fête. Voilà, c'est surtout ça. Et puis l'autre, elle est plus spécifique, c'est pour des personnes qui veulent prendre la parole en public, des sportifs de haut niveau notamment. Donc là, on est vraiment sur la quête du why, l'idée que je veux transmettre, mon héritage, quoi. Et par contre, si je veux faire le tort des glaciers, là, la masterclass, elle va peut-être être un peu légère. J'ai plutôt intérêt à prendre un accompagnement coaching one-to-one. Là, on va sur le terrain. Là, moi, je suis là pour le coup. On arrête le digital. C'est je viens chez toi, tu viens chez moi, et on va sur le terrain de jeu là. Ok, trop cool. Bon bah écoute, super, plein de perspectives. Est-ce que tu as un nouveau projet sportif qui se profile à l'horizon ? J'aime bien créer, donc là le summum, moi j'y retournerais bien pour leur faire, non pas pour battre leur corps, faire un temps meilleur, etc., mais simplement pour faire arriver au sommet du Mont Blanc, redescendre en parapente, voilà, donc voler. Donc ça, ce serait le prochain truc que j'aimerais bien, sur lequel j'aimerais bien m'exprimer tout simplement. Non, le reste après, c'est plus des partages avec des personnes que j'accompagne, qui ça me donne envie qu'en fait, l'apôtre là qui dit tiens je vais faire un marathon des sables, je dis bah tu l'accompagnes 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis dans ce plan d'entraînement, puis à un moment donné tu dis ah bah j'aimerais bien en fait le faire avec toi, tu vois. Et puis voilà, donc c'est des histoires plus partagées. Donc là, j'ai un défi d'ultra biking qui m'attend, et puis après on verra, quoi. Trop cool. Bah écoute, on va suivre tout ça de près. Merci encore Cyril, et je te souhaite une très très belle fin d'après-midi. À bientôt. Merci de ton invitation, et puis bon vent à toute ta communauté, éclatez-vous bien. Bye bye.